tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'équipe d'Estelle. C'est la dernière de la semaine, on va bien en profiter. On va beaucoup parler de Ligue 1 ce soir avec toute la bande, avec notamment Vikash Dorasso. Salut Vikash. Salut Estelle. Vous allez bien, vous allez en pleine super. forme. Ouais, je le suis. Oh, pas mal. Super. Comme un vendredi, quoi. Ça va Pierre Maturana? Ça va et vous? Écoutez, super, comme hier, quoi. Top. Thibaut Vézirian, oh là là, on sent qu'on a un très beau cadeau. Et le vendredi, chaque vendredi, on a le maillot français de l'équipe. Oui. Ce numéro 10 dans ma team, Estelle. Bien sûr. Il est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe. Courir, c'est d'Estelle. parfait. Exactement. Mais bien. Plein d'autres choses même. Mais évidemment, c'est vrai que le sport en ce moment, c'est tellement facile. Bon. Raphaël Sebaoun, on est en suite, on est avec Baby Yoda, nickel. Oui, vous connaissez Baby Yoda? Oui, j'ai une Alors là, j'ai il a un nom, alors là, il a un nom c'est maintenant. un exploit. bah, il a un nom, là, faut pas trop me demander non plus. Bon. Karim Nedjari, l'homme du vendredi. Tu peux souhaiter bonne année ou pas? Et bonne année, Karim, évidemment. On est le vendredi. Bah, bien sûr. Bonne année. Voilà. Puis surtout, De belles au début audiences. d'année, quoi. Voilà. Des audiences de qualité. Des audiences de qualité, bien sûr, Karim. Oh, Bertrand Latour, vous aussi, c'est votre première. Bonsoir Estelle, absolument, année. c'est ma première. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir aussi. Et c'est un plaisir partagé. Meilleur vœu, je sais que vous avez tout, surtout l'argent, mais vous souhaitez la santé. Pas beaucoup, pas assez. On n'en a jamais assez, vous D'accord. savez. Au sommaire de l'équipe d'Estelle, ce soir, le cas Kylian Mbappé en question, en difficulté ces dernières semaines, moins percutant. Faut-il s'inquiéter pour l'attaquant du Paris Saint-Germain? La 19e journée de Ligue 1, avec le Paris Saint-Germain justement qui reçoit Brest 3 jours après son match nul face à Saint-Etienne. Le PSG est-il en danger au Parc des Princes? Une place de leader de la Ligue 1, une demi-finale de Ligue des Champions, une finale de Coupe de la Ligue. Lyon doit-il prolonger Rudy Garcia, son entraîneur, dès maintenant? Enfin, le footeur mercato, toutes les infos, toutes les rumeurs de transfert avec Moussa Dembélé, proche de l'Atlético, et Marseille qui avance sur le cas Milic. Mais avant cela, on va démarrer avec la situation désespérée du jour. C'est celle de la Coupe de France. On a beau retourner les choses dans tous les sens. Raphaël, on ne voit pas bien comment la Coupe de France pourrait avoir lieu cette année. Oui, alors en tout cas, il y a eu un tirage au sort du 8e tour de la Ça Coupe nous aide de pas. France dans son nouveau format, avec les clubs de Ligue 2 dans un premier temps dans le 8e tour qui affronteront des clubs de Ligue 1 au tour suivant. Ça, on le sait, mais en revanche, les clubs amateurs, ils sont totalement absents pour cause dans les régions. Le 6e tour qui était programmé début novembre n'a pas encore été joué. En coulisses, il commence à se murmurer, même on commence à évoquer une poursuite des compétitions sans ces fameux clubs amateurs, ce qui serait historique. C'est puis avec les annonces du Premier ministre Jean Castex qui n'a autorisé aucun relâchement des restrictions pour le sport amateur jusqu'à fin janvier, eh bien, ça n'encourage pas à l'optimisme. Alors, faut-il transformer la Coupe de France en Coupe de la Ligue avec donc que des pros cette année? Montrez-moi vos réponses. C'est un non pour Vikash Dorasso. C'est pas très romantique, mais c'est oui. Pierre Maturana, bah oui, pour Thibaut Vézirian. C'est ce qui va se passer tout simplement. Raphaël Sebaoun, surtout pas. Karim Nedjari. Et ah non, Bertrand Latour. Bah ah non, c'est quand même mieux que rien, quoi. Et non, c'est pas mieux que rien. Ah bon, C'est-à-dire que j'ai affronté vos colibets, vos moqueries quand je défendais la Coupe de la Ligue. Et maintenant, vous voulez la faire ressusciter parce qu'on ne peut pas faire autrement. Bah oui. Bah non. Bah faut être pragmatique. Ah non. Mais pragmatique de rien. La Coupe de France, l'esprit même de cette compétition, c'est d'affronter des amateurs et des pros. Les amateurs ne peuvent pas disputer cette compétition. Eh bien, on la supprime. Pour cette année, voilà. Non mais c'est comme si on disait le championnat, il y a des équipes qui ne peuvent pas jouer, du coup on fait un championnat avec 8 équipes. Bah non, le championnat c'est avec 20 équipes, si on ne peut pas le faire, on annule le championnat. Bah là c'est pareil, la compétition, si on ne peut pas la disputer dans le format habituel, on la supprime, voilà, le débat est fini. Voilà, c'est bon, on peut passer au suivant. Oui, alors déjà le débat n'est pas fini, parce que Pierre Maturana, manifestement, vous êtes plutôt pour sauver le soldat Coupe de France, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas infaisable. C'est-à-dire, évidemment, qu'on aime ou pas la Coupe de France, la composante club amateur, petit poussé, belles histoires, etc., ça en fait partie et c'est quasi essentiel. Mais, Bah oui. dans une période particulière, effectivement, si les clubs amateurs ne peuvent pas la jouer, il n'y a visiblement rien qui empêcherait les clubs pros de le faire. Et surtout, j'ai l'impression que la Fédé a besoin de cette Coupe de France. Financièrement, la Fédé a déjà pas mal de partenariats qui sont engagés. Je crois qu'on parle de 30... Et les clubs aussi, parce que c'est quand même de l'argent à gagner. Exactement, on parle de 30 ou 40 millions d'euros. Donc c'est pas rien dans cette période actuelle. Donc c'est pas très romantique, c'est très pragmatique, donc on aime ou on n'aime pas. Mais si c'est faisable, faisons-le. Et en plus, ça fera quand même un peu de foot. Je veux dire, imaginons qu'on soit confiné ou je ne sais pas. Bon, on l'appelle Coupe de la Ligue. On dit c'est là. Je sais pas, non. tu Ah, si, t'appelles on l'appelle Coupe Coupe de la de Ligue. C'est la Coupe de France sans les amateurs, quoi. Ah oui, mais le fait est que... si vous vous rendez compte de l'antithèse que... Non mais bien sûr, mais personne dit que c'est super. C'est La Coupe de vrai, France sans les amateurs, mais c'est... Oui, bah une année, quoi. De toute façon, Une année, pas voilà. autrement. C'est comme, une année, ça c'est va. comme Bah, il y a une Ligue des Champions sans match retour, bon bah voilà, ça arrive. oui. Mais d'ailleurs, moi c'est quand même. j'étais pour qu'elle se dispute Bon, pas. bah, voilà. D'accord, mais enfin les gens ne vous ont pas écouté. Et dans ces cas-là, nous proposez pas un débat. Non, mais Dites c'est- votre avis m'intéresse pas et on fait autre chose. Mais voilà, allez sur le banc. Et donc, Raphaël, sous Oui. quel format pour avoir lieu cette Coupe de France? Ah bah alors pour l'instant sur le format
format qui est proposé, et c'est là toute la problématique, c'est que si les amateurs ne jouent pas, je vous rappelle, il y a 2 tableaux. Il y a le tableau des professionnels, il y a le tableau des amateurs. Le problème, c'est ce que je vous disais, le 6e tour du côté des amateurs devait se jouer, était prévu début novembre. Regardez l'infographie qu'on vous a proposée, c'était ce qu'il devait se passer normalement, là, maintenant, avec ce format et ces 2 voix finalement. Mais le 6e tour, il n'a pas eu lieu, le 7e tour, il n'a pas eu lieu, le 8e tour, il n'a pas eu lieu chez les amateurs, le 32e de finale, ça n'a pas eu lieu. Vous voyez que du côté des professionnels, les 32e de finale entre Ligue 1 et Ligue 2 devraient jouer le 9 et le 11 février si l'on suit la chose, et qu'après, il faut trouver des dates, parce qu'il va y avoir le retour de la Ligue des Champions, il va y avoir la trêve internationale, et que des dates disponibles pour disputer avec le monde amateur cette Coupe de France, sachant qu'il y a déjà du retard du côté du monde amateur. Il y a des dates le 2, 3, 4 mars, le 20, 21, 22 avril, le 11, 12 et 13 mai pour disputer les quarts de finale, le 18 et 19 mai pour les demi. On n'a même pas, quand on regarde vraiment sur des dates hors Coupe d'Europe et sans trêve internationale, il n'y a pas de date disponible même aujourd'hui pour disputer une finale de Coupe de France. Oui, donc tout ça est quand même très compliqué. Alors je sais, Vikash, que vous êtes très attaché bien sûr à cette compétition, vous l'avez joué à de nombreuses reprises. Ce serait vraiment très problématique, on va dire, s'il n'y avait pas les amateurs. On a intérêt à la supprimer pour cette année. Moi je pense qu'il ne faut pas déjà la supprimer dès maintenant, puisque c'est un mauvais message envoyé. Et puis pour les joueurs amateurs, c'est important d'avoir l'espoir de pouvoir rejouer aussi la Coupe de France. Mais a priori, ils ne vont pas jouer en championnat. Donc si jamais ça se déclenchait, ils pouvaient jouer, ce qui va a priori ne pas arriver, ils pourraient jouer dans une période ramassée que la Coupe de France, jouer les matchs amateurs entre eux, puis après rejoindre le monde professionnel, et puis après on verra avec les calendriers. Donc pourquoi pas, s'il manque des matchs, si les clubs professionnels ont besoin de jouer, pourquoi pas remettre la Coupe de la Ligue, une forme de Coupe de la Ligue, et faire garder l'espoir pour les clubs amateurs. Moi je pense que c'est important. Si on les condamne dès maintenant, on leur dit maintenant vous ne jouerez pas la Coupe de France, je veux dire, comment tu peux imaginer l'avenir comme ça, quoi, tu joues pas au sans foot perspective. Voilà, sans perspective, c'est trop dur. Ils se raccrochent sans arrêt aux annonces en se disant il va se passer quelque chose, on va peut-être pouvoir jouer. Et là, on leur dit non, vous ne jouerez pas. Bertrand Latour, revenez. Aujourd'hui, c'est vrai que comme demain, c'est jour de match en Ligue 1, les entraîneurs étaient en conférence de presse. On leur a posé la question justement sur la Coupe de France. Est-ce qu'il faut la supprimer cette année ou est-ce qu'il faut la jouer uniquement avec des pros? Ils avaient tous le même avis. Écoutez. Non, une Coupe de France ne peut pas ressembler à une Coupe de la Ligue. S'il se trouve qu'on sera privé de ce football amateur, ça va manquer forcément de sel à cette Coupe de France. On appelle une Coupe de la Ligue. On a déjà perdu la Coupe de la Ligue, c'était intéressant pour nous aussi de jouer la Coupe de France, mais la viabilité de la jouer avec les clubs amateurs, ça semble dur. Toujours, je veux dire, pour les clubs pros, c'est important. Je souhaite qu'il y ait la Coupe de France, qu'il y ait cette compétition avec les amateurs, mais malheureusement, si le football amateur ne peut pas reprendre, dans un délai, il faudra qu'on aille au bout de cette compétition. Grand capital. Voilà, aller au bout de la compétition, donc sans les amateurs. Évidemment, les entraîneurs le regrettent, bien sûr qu'il n'y ait pas les amateurs, mais ils ont envie effectivement d'aller au bout de cette compétition parce que c'est aussi des matchs en plus à jouer. Karim Nedjari, après, c'est vrai que si les amateurs pouvaient jouer la Coupe de France, ce serait peut-être un petit peu bizarre par rapport aux autres secteurs qui sont pénalisés par le Covid et qui eux, ne peuvent pas exercer leur métier, quoi. Ça, c'est clair que la Coupe de France, le socle, il est populaire et qu'on a besoin des petits clubs pour la former et l'alimenter. Maintenant, c'est aussi un impératif économique, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut quand même faire des matchs. La fédération va avoir besoin d'argent et cet argent-là va ruisseler après sur les clubs amateurs. Il ne faut pas non plus être tartuffe et le reconnaître. Mais après, dans quelles conditions les amateurs vont pouvoir jouer? Je lisais une interview de Delors qui courait avec un ami à lui qui jouait en division d'honneur. Ils ont tous pris du poids, ils s'entraînent plus. Et faire des matchs qui n'auraient aucun sens entre une équipe amateur qui a déjà du mal mais qui ne pourrait pas s'entraîner face à des professionnels qui jouent tous les jours, c'est quelque chose de compliqué. Moi, j'aurais quand même fait une année d'impasse et après reprendre vraiment ce qui est la tradition, de commencer par des matchs amateurs de la 10e division jusqu'après la première division. Mais là, il ne faut pas se leurrer, on est dans une catastrophe économique, donc si on peut faire entrer un peu d'argent, tout le monde sera content, quoi. Alors on a posé la question bien sûr sur les réseaux sociaux. Thibaut, comment se situent les internautes? Il y a des joueurs amateurs déjà qui témoignent, oui, qui disent que eux, ils continuent de s'entraîner mais ils ne peuvent pas jouer le week-end. Donc ça c'est aussi une situation très spéciale. C'est assez aberrant. Ça, oui, c'est assez curieux. Donc ils continuent de taper le ballon mais ils sont en train de se dire s'il n'y a pas de club amateur, c'est pas la Coupe de France déjà. Il y a des comptes fans de Bertrand Latour quand même sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux d'ailleurs, merci Thibaut de le souligner. En effet, mais d'un autre côté, on nous dit aussi que c'est pas grave parce qu'on va faire jouer des amateurs sans prépa, sans match en effet
dans les jambes contre des pros qui ont déjà un calendrier dantesque. Il va y avoir du dégât. Donc dans tous les cas, ce sera une Coupe de France très 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 spéciale. Pour nous, cette saison, si les amateurs ne sont pas autorisés à jouer, il faudra faire 100 cette année, mais il faudra quand même nous proposer des matchs parce que les gens ont envie de voir du foot quand même. Les supporters de foot en général se disent qu'une Coupe de France, eh bien, il ne faut pas passer outre cette saison. Alors il faut passer certes en mode Coupe de la Ligue, puisque beaucoup l'appelleront certainement Coupe de la Ligue, mais si on veut respecter les mesures sanitaires, vraiment, c'est ce qu'on nous dit en général. Comment on peut faire une équité entre club pro et amateurs? Ça paraît impossible aujourd'hui, mais c'est grave quand même, en effet, ce qui se passe. Beaucoup sont vraiment étonnés de la situation. Il y a beaucoup de messages là-dessus, mais vraiment pas d'unanimité. Voilà, unanimité, il n'y en a pas non plus. Sur ce plateau, de toute façon, on est un peu suspendu aux prochaines mesures qui vont arriver en France. Voilà, dans un instant, on parle de Ligue 1. Là, ça va jouer. Ce sera demain à 21h. On connaîtra le nom du champion d'automne, plutôt du champion d'hiver. Voilà, ce sera la dernière journée de la première partie de saison. On se demandera si Jean-Michel Aulas doit prolonger Garcia dès maintenant, puisque Lyon est leader du championnat. On parlera du PSG. Est-ce que le PSG est en danger au Parc face à Brest 3 jours seulement après son match nul face à Saint-Etienne? Et puis Kylian Mbappé, c'est vrai qu'on ne le reconnaît plus, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça devient un problème pour le PSG? À tout de suite. Oui, de retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle. On va parler Ligue 1 dans un instant. 19e journée. Demain, on se demandera notamment si le PSG est en danger au Parc des Princes et si Aulas doit prolonger Rudy Garcia dès maintenant. Mais avant cela, le meilleur du sport de ces dernières 24 heures, c'est le zapping préparé par Sacha Daupersin. Oh, just didn't do enough with the forehand, Sabalenka, and it's made to pay. Ah là, ouais, l'image fait mal au cœur. Cette absence de public là dans l'air d'arrivée, l'Otsil Hang, le shoot d'arrivée là pour Alexis Pinturo qui va signer le temps de référence sur cette Runisbargli 1, 09,94 pour le skieur de Courchevel. Il n'y a pas eu de faute, ça a l'air d'être une belle manche de la part du Français. Justement, Julia Simon pour le 8 sur 10. Allez, essayer de limiter la casse en restant justement à 8 sur 10. Ok, super. Grâce à ça, elle va pouvoir avoir de beaux espoirs pour la poursuite qui arrivera derrière. Je vous confirme que Cyril Guillain... attention à ce ballon, c'est finalement gagné par les Grenoblois. Celui qui donne à cette polie, mais ils ont eu raison les Grenoblois, ils vont marquer le 4e essai pour assurer une victoire à Oyonnax, s'il vous plaît. Un peu plus à l'arrière du paquet des autos, la montée infernale du kilomètre 20 en mode bouchon parisien. Et là, on n'a plus d'amis. Moi d'abord, les autres après. Moi, je veux juste, aujourd'hui c'est les 30 ans de ma copine, donc j'aurais voulu faire une meilleure course, donc je lui souhaite un bon anniversaire et puis bah, désolé. Blazers back up 20. Edwards. 93 secondes. Attention, il est direct, il est direct. Non, ouais, alors, ça passe très très bien, c'est bon. Allez, c'est au bout. Ça va être un chef-d'œuvre, ça va être un récital. C'est un moment mémorable ici. Allez, peut-être la 32e victoire en Coupe du Monde avec ce Oui, la victoire. Elle est énorme. On a coutume de dire qu'Adèle c'est la premier temps de la deuxième manche. Mais le skieur absolu, c'est pas tout. C'est bien pété. Oh là là, le part de compétition, celui de Victor Hovland était beau, celui-ci est magnifique également. Bravo. Énorme, c'est fantastique. On a le rookie des Sixers, la Tyrese Maxey qui est rentré en jeu, celui qui est en bas de l'écran là. Le vert, ou le pump. Oh le pump. Allez, ça avance. Maintenant je pars au red chic à fond. Direction
Oula, ça mouille. Direction le sud des Malouines, l'est des Malouines, des Falklands. On peut dire les deux. Voilà. Allez, salut. Oh, c'est cool. Allez, on va parler Ligue 1, 19e journée demain. Ce sera la dernière journée de la première partie de la saison. On saura qui est sacré champion d'automne. Ça peut être Lyon, le champion d'automne, si Lyon ne perd pas face à Rennes. Lyon qui fait un parcours absolument incroyable depuis le début de l'été, Raphaël. Oui, exactement, avec à sa tête son entraîneur, Rudy Garcia. On fait un petit peu le bilan. Il avait démarré ce début de saison, en tout cas le fin de saison dernière, cet été, avec bien, les demi-finales de Ligue des Champions, éliminées par... cette équipe du Bayern Munich, exactement, qui avait éliminé la Juve et Manchester City, actuel leader de Ligue 1 avec 39 points. Et puis le bilan de Rudy Garcia avec Lyon, c'est 30 victoires en 54 matchs, toutes compétitions confondues. Voilà, le coach de l'OL, c'est donc Rudy Garcia. Il sera en fin de contrat en juin prochain. Compte tenu de ce bilan, Aulas doit-il prolonger Garcia justement dès maintenant? Montrez-moi vos réponses. C'est un non pour Vikash Dorasso, un non pour Pierre Maturana, pas le moment du tout. Après, ce sera trop tard, ça se trouve. Non. On ne sait pas. Pour Thibaut Vézirian, oui pour Raphaël Sebaoun. Et pourquoi pas pour Karim Nedjari. Et c'est un non pour Thibaut Vézirian. Karim, je vous garde au chaud parce que vous êtes le seul à penser que peut-être ce serait une bonne idée. Pourquoi non, Vikash, avec tous ces résultats-là? J'ai pas l'impression qu'on va lui piquer Rudy Garcia. On va pas lui voler Rudy Garcia. Mais s'il gagne le championnat, vous vous rendez compte? Il y a d'autres entraîneurs qui ont plus la cote que lui, à mon avis. Mais puis aussi, j'ai l'impression que le club va mieux à tous les étages. Donc, est-ce qu'un autre entraîneur pourrait faire la même chose? Je pense que oui. Maintenant, l'effectif est stabilisé, il a progressé, il y a une belle équipe. Ça marche mieux avec, j'imagine, Juninho aussi. Le président a trouvé sa place. Il a passé le relais. Donc, je ne vois pas pourquoi sécuriser l'entraîneur. Je ne pense pas que les résultats soient complètement liés qu'à l'entraîneur. Donc, ça veut dire que voilà, un autre entraîneur arriverait et pourrait faire des très bonnes choses. Il y a vraiment de très, très bons joueurs dans cette équipe. Alors, c'est pas lié qu'à l'entraîneur, mais on va voir quand même le bilan de Rudy Garcia avec Lyon face à ses prédécesseurs. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, Raphaël? C'est pas mal en tout cas, parce que souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, c'était l'un des pires bilans d'ailleurs de son arrivée, quelques semaines après son arrivée, à la fin de saison dernière, c'était l'un des pires bilans des derniers entraîneurs de l'Olympique Lyonnais, et les résultats sont meilleurs. Donc il a réussi à inverser la tendance quand on le compare donc à ses prédécesseurs en Ligue 1. Rudy Garcia donc, qui affiche 54% de victoires, une moyenne de points de 1,89 buts par match. Ça reste moins bien que Bruno Genesio en Ligue 1, oui, mais c'est mieux que Hubert Fournier ou encore que Rémi Garde, qui était avant Bruno Genesio, entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Karim Nedjari, est-ce qu'il souffre de son image finalement, Rudy Garcia? On a l'impression qu'on est peut-être trop dur avec lui. On se dit que si un autre coach avait ces résultats-là, peut-être qu'on serait un peu plus gentil, entre guillemets, et qu'on dirait ouais, faut le prolonger tout de suite, quoi. Je trouve qu'on a été dur à un moment donné, et depuis que l'équipe a annoncé qu'il serait sans doute plus l'entraîneur, il est mieux. Je pense qu'il y a un poids qui s'est retiré de ses épaules. Il est moins fatigant, il est moins ironique dans les conférences de presse. Il est plus détendu. J'ai l'impression que ça rejaillit un peu sur l'équipe. Il a emmené son équipe quand même en demi-finale de la Ligue des Champions. Son équipe, elle joue pas mal. Je te trouve un peu dur, Vikash, parce que je trouve que un entraîneur a quand même un rôle dans la stabilité de son équipe. Je ne pense pas qu'un autre. On sait toujours qui ont... Je suis pas convaincu de ça, moi. Non, mais moi, je me dis que... Quel est l'impact d'un entraîneur sur une équipe? Je ne suis pas convaincu. Il est toujours responsable quand ça ne va pas. Quand ça va un peu mieux, on peut quand même lui accorder ça. Je me dis qu'il a apporté ce jeu-là, ça joue pas mal, c'est cohérent, il a trouvé un milieu de terrain, il a trouvé un équilibre dans l'équipe. Moi, je reprends plaisir à regarder Lyon, puis on ne sait jamais s'il part. Qui nous dit qu'aujourd'hui, on va retrouver un bon entraîneur? Il a mis du temps à trouver le costume, laissons-lui le costume. Alors en tout cas, vous parliez d'une interview dans l'équipe, vous l'avez retrouvée, Raphaël? Oui, alors surtout d'un papier, souvenez-vous, et puis il y avait eu des déclarations de Jean-Michel Aulas, ça datait du 30 septembre dernier, où on nous expliquait que la direction et que Rudy Garcia n'irait pas au-delà de son contrat qui s'arrête à la fin de cette saison. Officieusement, eh bien, la question de son management était remise en cause, l'absence de progression de son équipe, et finalement, et puis même les relations avec le centre de formation, ils faisaient, selon certains dirigeants du club, pas assez jouer les jeunes. Eh ben, finalement, vous voyez, le 30 septembre, on disait qu'on n'allait pas renouveler son contrat du côté de l'Olympique Lyonnais. Il semble peut-être avoir inversé la tendance Rudy Garcia du côté de Lyon.
Mais c'est vrai qu'il y avait aussi une défiance de la part de Jean-Michel Aulas. Regardez ce que disait le président lyonnais, c'était en octobre dernier. On fera en sorte d'attendre la fin du mois de décembre, la première partie de championnat, pour regarder ce qu'il se passe et être tout à fait libre. Il parle d'une prolongation, bien sûr, de Rudy Garcia. On a fait en sorte d'aligner tout le monde sur son contrat au 30 juin pour qu'on soit libre de prendre l'entraîneur qui nous conviendra ou de le reconduire peut-être si on est en Ligue des Champions. On sent pas quand même un soutien immodéré de la part de Jean-Michel Aulas, qui tweet beaucoup, par exemple, sur Memphis Depay en disant qu'il est formidable, etc. Un peu moins sur Rudy Garcia, quoi. Oui, parce qu'en plus, son intégration a été rendue compliquée par son passage à Marseille. Les supporters lui ont fait payer. Là, il a bénéficié pendant un temps du huis clos et du Covid. Là, c'est toujours le cas, mais vu que les résultats sont favorables, on peut imaginer qu'il ne serait pas si fait loin de là, évidemment. Mais d'un point de vue affectif, on sent que l'histoire d'amour n'a pas vraiment prise totalement. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement aligné. Oui, avec Juninho, les relations ne sont pas aussi idylliques que Rudy Garcia veut bien le faire entendre, même si les résultats sont bons. Là où je rejoins un peu à la fois Vicas et aussi un peu Karim, c'est que je suis d'accord de mettre en avant les résultats parce que les résultats sont bons. Ceci étant dit, n'oubliez jamais que Lyon joue un match par semaine, qu'ils ont qu'ils ont le deuxième meilleur effectif de France. Donc, ils surperforment légèrement par rapport à un Paris aussi qui est quand même assez faible en ce moment. Mais on ne peut pas reprocher ça à Lyon, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais tu veux dire, tu joues un match par semaine. Au milieu de terrain, tu as Thiago Mendes, Paqueta qui est une révélation, Aouar, Cacré, Guimarães, devant, tu as Depay. Alors, moi, franchement, le 4-3-3 avec Depay dans l'axe, Kadewere sur un côté et Toko Ekambi sur un côté, c'était pas une évidence absolue. Et donc, en ce sens, je lui dis bravo pour ça. Dans le même temps... Maxwell Corner replacé. Oui, mais que Lyon soit capable de battre les équipes qu'ils battent très souvent. Bon, c'était avant que le train n'arrivait pas à l'heure. Maintenant, je trouve que Lyon est à son niveau. Mais si ça continue comme ça jusqu'au bout, si Lyon finit, deuxième, pas très loin derrière le PSG, ou même les champions, il n'y aura aucun problème au mois de mars ou avril de dire, bon, bah, dans ce cas-là, on prolonge Garcia. Hein. Souvent, les mariages de raison vont plus loin que les mariages de passion. Tu as plus d'expérience que moi, Karim. Moi, j'ai la chance de connaître les deux. J'ai la chance de connaître les deux. C'est super, Karim. C'est une très belle réponse, en tout cas. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Pierre Maturana, que Garcia est redevenu bankable? Sans doute, oui. Il a remis un peu de crédit sur son nom. C'est clair que la saison passée, il n'a pas spécialement aidé. Puis, voilà, il y a eu le Final 8, il y a eu ce bon début de saison avec le contexte favorable qu'a quand même énoncé Bertrand. Maintenant, je ne suis même pas sûr du février, mars, avril, si ça va vraiment bien, on en reparle, etc. Moi, je trouve que l'histoire, elle est très belle comme ça, même pour lui, quelque part. Voilà, je viens pour un truc très court, ça se passe bien, je fais un truc inattendu, c'est-à-dire que je vais chercher le titre de champion de France, par exemple. Oui. Je pars là-dessus, je pars en haut, quoi. Donc, pas mal, lui, pour trouver autre chose. Je pense que... Il a une cote en Italie, quand même. Il a un peu de cote, sans doute. Et puis, Lyon peut aussi attirer quelqu'un, alors c'est pas péjoratif, mais d'un peu plus coté, peut-être, que Garcia aujourd'hui. Vous voulez Favre à un moment, Lyon? Pourquoi pas un coach plus joueur qui pourrait, parce qu'il veut aussi se promener avec les supporters au début. Je pense que beaucoup de supporters lui en veulent encore un peu, malgré tout, et que souvent on mettra le crédit du titre de Lyon, si à titre, plus sur les joueurs que sur Garcia. Donc moi je pense que... Ce serait injuste. Hein. Ce serait injuste, évidemment, mais ça peut arriver aussi. Parce que, sincèrement, moi c'est pas ce que je souhaite, hein, évidemment. Ouais. Je te dis juste que je pense que, et pour le club et pour Garcia, se dire on arrête potentiellement après un titre de champion, c'est peut-être la meilleure des solutions pour les deux. Mais quand on a construit quelque chose pour pas... à un moment... Ouais, mais alors, attention, tu as construit quelque chose, mais tu n'es pas sûr d'avoir la même chose l'année prochaine non plus. Oui, donc je me dis, c'est tellement dur à Lyon. C'est tellement dur à Lyon de trouver une personnalité compatible à cette structure d'entreprise. Que là, ils ont trouvé. Pourquoi ne pas rester ensemble? Parce que franchement, des entraîneurs meilleurs que Garcia, il doit y en avoir. Moi, dans le jeu, souvent, c'est pas ce que je préfère. Mais là, en ce moment, il faut reconnaître, franchement, ça joue bien. Mais parce que si tu prends la carrière de Garcia, que moi, j'ai beaucoup fracassé. Mais à Marseille, il a quand même fait une finale de Coupe d'Europe. Ils n'ont pas battu que des Tigres, mais bon, ils ont quand même été. À Lille, il a été champion de France, il a fait le doublé. Ils sont loin de le faire tous les ans. À Rome, il a pu s'inscrire un peu dans la durée. Et Rome, c'est un club très instable. Ils ont fini deuxième. Et franchement, ils ont été bien. À Lyon, il est en demi-finale de Ligue des Champions. Format particulier, mais c'est que la deuxième fois de l'histoire, il y a eu une fois qu'il avait fait. Et si potentiellement à la fin, tu as un titre des champions de France, bon, il y a un moment donné, des entraîneurs qui font mieux que ça, qui ont plus de références. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas. Mais même des étrangers. Si on regarde même. Oui, en France, bien sûr. Mais il y en a. Deschamps, il ne va pas venir. Zidane non plus. Galtier, qui est émergent, pour le moment, il n'a pas fait tout ça non plus. Et même des entraîneurs étrangers. Guardiola, il ne viendra jamais à Lyon. On va bien s'entendre. Faut voir. Donc, c'est vrai que Garcia, les cartes ont été rebattues. Il a un peu un délit de sale gueule. Il en est un peu responsable. Mais c'est ce qu'il a fait à Marseille sur les Strootman. Et ça, c'est vrai que ça va rester, je pense, un moment. Non, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi les premiers mois à Lyon où ça joue quand même pas terrible et la communication n'est pas géniale. Donc il y a un moment, là, ça se passe bien. Non, mais d'accord, là, ça se passe bien, donc tant mieux. Mais pour ça, moi, je pense qu'il vaut mieux
ne pas prendre le risque de retomber dans les travers qu'on a connus l'année dernière que de se dire ce Garcia-là, ce Garcia-là, je vais le garder forcément 2-3 ans, il sera toujours comme ça. Ça peut aussi retomber assez vite et je me dis, même pour lui, hein, vraiment, même pas que pour le club. Je pense que pour lui. Karim, moi je trouve qu'à Lyon, c'est pas si dur que ça. En fait, il faut juste garder sa place, quoi, être vraiment l'entraîneur. Il y a un directeur sportif, il y a un président qui est omniprésent, qui prend la parole, qui est important. Présent, là, quand même, hein. Voilà, il est peut-être moins présent, mais je pense qu'il doit, il doit bien être là quand même. Mais là, je sens que Rudy Garcia est devenu l'entraîneur, pas plus que ça. Ouais. Et ça, c'est important à Lyon. C'est tellement bien organisé. Peut-être que ça lui convient aussi. Hein. Peut-être que ça lui convient et que lorsqu'il ne s'occupe pas du recrutement, c'est mieux. En tout cas, on lui a posé la question à Rudy Garcia. Voilà, est-ce qu'il pense à sa prolongation? On n'a pas vraiment eu la réponse qu'on voulait, on ne va pas se mentir. Voilà, je me suis déjà exprimé là-dessus, c'est pas important, ça fait pas du tout partie de mes pensées, on verra quand ce sera le moment. Voilà, on s'est un peu fait envoyer dans nos 22. Hein, voilà, il n'a pas été hyper. Il ne pense pas à son avenir. Hein, non. Il pense, non, bien sûr, il ne pense jamais, c'est sûr. Il pense qu'au match d'après. Vous savez comment ça se passe. Évidemment, est-ce que vous le trouvez, lui, changé, quand même, Rudy Garcia, plus lisse qu'à Marseille? À Marseille, on n'arrêtait pas de chambrer parce que ça n'allait jamais, l'arbitrage, les terrains, les machins. Quand il arrivait à Lyon, on sent plus détente, quoi, plus cool. Quand il arrivait à Lyon, j'ai l'impression, comme on dit dans le cinéma, qu'il surjouait le rôle du Lyonnais, du Gone. Il y a du Juni par-ci. Gérard pour parler de Douillet, on a l'impression qu'il avait toujours été là, qu'il embrassait l'écusson. Ça jouait un petit peu le mec qui était un petit peu à côté du rôle. Là maintenant, il s'en fout un petit peu. Comme il dit, de toute façon, on ne tient pas plus à moi, je vais rester là. Il a les résultats. Et puis il a les résultats pour lui. Ça détend, Mais surtout, il est dans un club aussi qui vit avec un traumatisme. La dernière fois qu'on a prolongé un entraîneur, c'était Genesio. C'était en avril. Et après, tout est parti en quenouille, quoi. Donc là, cette fois-ci, je crois qu'ils seront très prudents. Et lui, il se dit, de toute façon, je serai en position de force si j'arrive à être champion de France. Et là, il sera en position de force. Soit il aurait des possibilités, soit il re-signera un contrat en or. Donc c'est mieux pour lui. Alors, on a quand même demandé aux joueurs, voilà, s'il y avait une patte Rudy Garcia, est-ce qu'ils pensaient de leur entraîneur. On a demandé ça à Marcelo, écoutez. Beaucoup de choses. Hein. Pour moi, Rudy nous aidait beaucoup quand il est arrivé ici. Il est trop strict. C'est sur le terrain, sur les entraînements. Ça, c'est très important pour l'équipe, pour nous jouer aussi. Et comme entraîneur, il donnait beaucoup d'options, tactiquement, comment on peut jouer, les différents, tu sais. 3 défenseurs, 4 défenseurs, et beaucoup d'options qu'on peut jouer sur le match. Et aussi la confiance pour chaque joueur. Même un joueur qui ne joue pas, il donnait beaucoup de confiance parce que le championnat c'est trop loin et c'est important que tous les joueurs restent 100% concentrés et motivés pour nous aider. Voilà, donc plutôt sympa pour Rudy Garcia. Thibaut, est-ce qu'on veut prolonger Garcia du côté des supporters lyonnais? Est-ce qu'on a retourné sa veste, Je crois que c'est hier que je vous disais que ça allait mieux, qu'il y avait des messages positifs, etc. Là, vous avez remis une pièce dans la machine. Bien sûr. De là à prolonger, c'est quand même un cap qu'on franchit, quoi. C'est comme demander une femme en fiançailles ou en mariage. Là, c'est plus pareil. Enfin, c'est bon, c'est la suite quand même. Pas toujours. Parfois, on se rend compte entre les deux que là, ils sont mais c'était pas pour vous, ça n'a rien à voir. En tout cas, Rudy Garcia, chapeau à lui, il fait partie des 2 seuls coachs qui ont un compte Twitter. Donc déjà, quand on sait le nombre de missiles qu'on peut se prendre par jour, bien vu à lui. Raymond Domenech, 99 000 abonnés. Et Rudy Garcia, c'est tout, 285 000 abonnés, notamment de cette période italienne. Donc chapeau à eux d'abord de faire face. Alors ils n'ont plus tweeté depuis mi-décembre tous les deux, mais peu importe. Rudy Garcia donc fait front sur les réseaux sociaux. Il n'aime pas de tweets. Non, là c'est les tweets qu'il a aimés. Il a des tweets quand même, mais assez peu réguliers. Vous voyez, c'est à peu près tous les 3-4 mois seulement qu'il tweet. Pour autant, sur les réseaux, on nous dit les Lyonnais à Rudy Garcia, quand on sera champion de Ligue 1, on t'aime, tu es très spécial, mais rentre à la maison. Voilà, merci beaucoup, merci pour tout, mais pas plus. On nous dit, bon, c'est pour vous Estelle aussi, non, monsieur Aulas doit embaucher Laurent Blanc. Bah là, ça et voilà, ça va revenir. C'est pas très bien passé quand même. Lyon actuellement est dans une période euphorique, c'est dans la difficulté qu'on jugera Garcia, ses antécédents ne plaident pas en sa faveur. Et oui, comme le disaient, je crois, Bertrand et Karim tout à l'heure, eh bien en effet, les antécédents à l'OM notamment ont laissé des traces, tout comme, vous savez, le chat, le Dédé, voilà, vous avez compris. Ça revient aussi sur la réussite de l'Olympique Lyonnais actuel. Ni maintenant, ni lendemain de notre titre de champion, il est incompatible avec notre institution, vous même plus loin. Ceux qui l'apprécient moins, vous comprendrez. Donc voilà, il a toujours fait une bonne première saison. Certains considèrent que c'est sa première saison. C'est la deuxième. Entre la pause Covid, l'année, la Ligue des Champions bizarre, voilà. En tout cas, bon, il y a eu à nouveau un regain de messages
image un peu négative, mais Rudy Garcia, on reste quand même dans le vert. Tout va bien. Bon, bah, encore heureux quand même. Oui, mais bon, avec Le Rudy mec est Garcia... quand même leader de Ligue 1, c'est quand même extraordinaire. Bon, allez, dans un instant, on parlera du PSG qui peut encore terminer champion d'automne s'il bat Brest demain soir. Mais le PSG est-il en danger face à Brest? Vous savez que le PSG a fait match nul face à Saint-Etienne il y a 3 jours et on parlera de Kylian Mbappé. Ça ne va pas très fort pour l'attaquant du PSG, même s'il est meilleur buteur de la Ligue 1 et on se demandera s'il faut s'inquiéter ou pas. A tout de suite. Ensemble en direct jusqu'à 19h45 avec toute la bande, on parle de la Ligue 1, 19e journée demain soir. Tous les matchs se joueront à 21h et on suivra tout particulièrement la première rencontre au Parc des Princes de Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Tenu en échec face à Saint-Etienne il y a 3 jours, le PSG n'aura pas le droit à l'erreur face à des Bretons qui réussissent plutôt bien face aux gros, Raphaël. Oui, des équipes qui pour l'instant bien trébuchent face à cette équipe du Stade brestois. Ça a été le cas notamment de Monaco qui est dans le top 10 de la Ligue 1. Ça a été également le cas de cette équipe de Lille ou encore de Brest qui a tenu en échec Lyon sur le score de 2 buts partout. Voilà des résultats qui sont plutôt probants de la part du Stade brestois face aux gros cette saison en Ligue 1. Oui, d'autant plus que le Paris Saint-Germain n'est pas dans une forme olympique en ce moment. Alors le PSG est-il en danger face à Brest demain au Parc des Princes? C'est un nom pour Vikash Dorasso. Si c'est le 11 de mercredi, du côté parisien évidemment, c'est oui, adversaire idéal pour relancer le PSG. Pour Thibaut Bézirian, l'avenir nous le dira. Raphaël Sebaoun, oui, Paris-Brest, c'est un plaisir gourmand. Karim Elteri qui a réussi à placer sa petite vanne, donc on est quand même bravo Karim, bravo. Et c'est un nom pâtisserie de goût. Exactement. Pour Bertrand Latour, pour vous, le PSG, c'est tranquillou face à Brest, quoi. Non, pas du tout. D'accord. Mais de là à dire, je veux bien que le PSG soit en difficulté, mais dire si on... Non mais danger, on parle pas de 4-0, hein, vous voyez ce que je veux dire. Danger, genre match nul déjà. Hein. Oui, mais s'il y a match nul, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un danger. Bah, le PSG, c'est la crise. Si le PSG, il y a match nul et que Lyon gagne, le PSG se retrouve, à 5 points de Lyon, c'est énorme. Mais après, il reste encore 19 journées. 19 journées. Si on dit ça à chaque journée, c'est pas très bon résultat. Non mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas changer de coach, ils viennent d'en mettre un nouveau. Je ne sais pas. Non mais moi j'accorde beaucoup de crédit à cette équipe de Brest, je trouve que c'est une belle équipe. Ça joue bien. Ouais. Ça joue très bien, franchement. Olivier Dalloglio, bravo à lui. Il a été un peu en difficulté en début de saison et finalement ils se sont bien remis, sur une belle dynamique, etc. Ils ont fait 2-2 à Lyon, un peu de chance, etc. Mais bon, bref, très bien. Mais bon, il y a quand même des individualités au Paris Saint-Germain. Ils sont à domicile. Vous avez un des meilleurs joueurs français en son sein. On va en parler tout à l'heure. Donc, le danger me paraît quand même bien exagéré. Je suis pas certain qu'ils vont gagner le match, mais même s'ils font match nul, il peut rien se passer. Ouais, mais ça... Parce que de toute façon, ils viennent de changer de coach. Mauricio Pochettino, excusez-moi, s'il fait 2 matchs nuls de suite, ça le fragilise quand même un petit peu. Je dis pas qu'il va être viré. Mais vous rigolez ou quoi? Mais il est pour rien. Non mais vous avez raison, il va danser à samba. Mais enfin, écoutez, il vient d'arriver, il est pour rien. Il est arrivé, bon, les entraînements revenaient le 2 janvier, pas de chance. Par hasard du calendrier, le PSG, le dernier club à avoir repris le football. Ça c'est fou, parce que c'est étonnant. Incroyable. Mais ça c'est pas Pochettino qui avait choisi, puisque ça avait été décidé avant. Il arrive, il fait 3 entraînements, il fait nul contre Saint-Etienne. Bon bah il n'a rien pu faire. Vikash, un entraîneur, il fait quoi en 3 jours? Tu peux rien faire. Donc là, je pense même que parfois l'entraîneur fait rien sans faire la saison. Mais normalement, tu arrives dans une équipe qui est... tu changes d'entraîneur quand l'équipe est à la ramasse, normalement. Oui. Là, l'équipe a fait la finale de la Ligue des Champions. Elle est pas si mal que ça. Elle se qualifie pour elle sort des poules et on change d'entraîneur. Donc tu fragilises un entraîneur qui vient d'arriver finalement parce qu'il se retrouve dans une situation où il doit gagner. Voilà, on va voir si le choc psychologique d'une équipe qui n'a pas besoin de choc psychologique est utile. Mais oui, moi j'ai l'impression aussi que de jouer contre le Paris Saint-Germain en ce moment fait moins peur qu'avant. En plus, quand tu viens au Parc des Princes, il n'y a pas le public, ça change quand même beaucoup de choses. Et puis, ce PSG est moins dangereux qu'avant, les joueurs sont moins confiants. Moi, je serais joueur, je ne comprendrais pas pourquoi on fait venir un nouvel entraîneur pour reconstruire quelque chose alors qu'on vient de faire une finale de Ligue des Champions. Surtout de prendre un entraîneur qui finalement n'a pas fait mieux que Tourelle dans son histoire d'entraîneur. Il a fait une finale de Ligue des Champions, lui aussi, il n'a rien gagné. Je crois qu'il a fait une finale de coupe. L'autre a gagné. Moi, il avait gagné avec c'est plus difficile. Voilà. C'est peut-être plus dur. Bon, voilà, moi. Puis il n'a pas non plus une carrière de footballeur extraordinaire non plus. C'est pas un mec qui impose à la Zidane ou à la Laurent Blanc. C'est pas Ancelotti, voilà. Donc, il n'est pas en danger, le Paris Saint-Germain. Mais un nul, quand même, ça serait... Ouais, ce serait problématique. C'est pas terrible quand même. Ouais, mais on en fera un débat lundi, vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord, mais quelles conséquences? On sait que mais non. Pas de conséquences, mais vous savez on bien parle de la vérité d'un match. Évidemment que personne se dit Pochettino va être viré lundi, c'est pas du tout la question. C'est est-ce que de ce qu'on a vu, oui, alors, d'accord, ok. Non, mais de ce qu'on a vu contre Saint-Etienne, tu te dis est-ce que si Paris fait le même match contre Saint-Etienne, ils seront
encore plus embêté par Brest? Je pense que oui, parce que Brest joue bien mieux au foot, et c'est pas offensant pour Saint-Etienne de le dire, que Saint-Etienne. Donc évidemment, moi, si tu me dis Paris récupère sa défense, son milieu et Neymar, bah, évidemment, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat. Icardi, quand même. Et il n'y a pas de débat. Ouais, mais qui aujourd'hui c'est meilleur qu'Icardi? Donc voilà, non mais je veux dire, en revanche, si tu me dis, tu as la même défense que contre Saint-Etienne, face aux Bretons qui bougent quand même un peu mieux que Saint-Etienne, que au milieu c'est aussi fat qu'à Saint-Etienne et que devant. Bien, mais bon. Mais d'accord, mais sauf que ce qu'on a vu dans la moitié de c'est pas Beckenbauer, mais enfin moi si Kerrer, ça suffit pas contre Brest, moi je sais pas. Mais ça suffit, ça pas suffi contre Saint-Etienne. Mais d'accord, mais ça arrive. Ça même amplifié. Ils revenaient de vacances toutes les semaines. Kerrer, ça arrive quasiment toutes les semaines. Mais les Stéphanois, ils revenaient aussi de vacances, il ne faut pas croire qu'ils sont restés dans le forage. Oui, mais eux, ils sont parvenus le de l'entraînement. Ça arrive à Kerrer à tort ou à raison, parce qu'il joue peut-être pas assez, j'en sais rien. Le fait est que la défense du PSG ne devrait pas ressembler à ce qu'on a vu à Saint-Etienne. Dagba, Kerrer ou Bakker, c'était pas du tout au niveau de ce qu'on attend d'une défense du PSG. Parce qu'il faut Marquinhos, il faut Kipembe, il faut Bernat. Voilà, ces joueurs-là. Ils sont pas tous là. Ils sont pas d'accord, mais si tu as une équipe avec Florenzi et Kipembe déjà derrière, c'est un peu mieux. Si tu as si t'as Rafinha au milieu, si t'as Paredes, c'est déjà un peu mieux que ce que tu avais là. Si t'as Neymar, c'est mieux. Voilà, c'est pas grave. Si on demandait à Raphaël à quoi va ressembler cette compo demain, comme ça on en saura plus pour débattre. Et juste répondre à Pierre qu'il va y avoir moins de monde à l'infirmerie, retour d'Icardi dans le groupe a priori, Florenzi, Kurzawa aussi dans le groupe, mais voilà, on n'est plus que à quelques joueurs en moins. Juan Bernat, Kimpembe, Pereira, Paredes, Neymar. Il y a quelques titulaires, oui. D'ailleurs, petite information concernant Neymar, il pourrait faire son retour face à l'Olympique de Marseille pour le trophée des champions. Ça, c'est important la semaine prochaine. Ça serait une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors pour la composition probable de cette équipe du Paris Saint-Germain, a priori, même malgré les retours de Florenzi, Kurzawa, etc., on devrait repartir sur le même 11 qui a débuté face à Saint-Etienne avec un Mauricio Pochettino qui devra assister avec Marco Verratti en position de meneur de jeu. Mais a priori, ce serait le même 11 de départ que face à Saint-Etienne. Alors ce 11 de départ qui a été très en difficulté face à Saint-Etienne, est-ce qu'il peut être justement très en difficulté face à Brest, Karim? C'est l'équipe qu'il ne faut pas rencontrer en ce moment parce que l'équipe, elle n'est pas prête athlétiquement. On le sait très bien pour les raisons que Bertrand vient de dire. Et puis, c'est une équipe qui joue le jeu. Donc c'est une équipe qui joue le jeu. Traditionnellement, PSG n'aimait pas jouer contre Lorient à l'époque. Parce qu'il y avait des anciens du PSG. Des anciens, mais qui jouaient bien le jeu et qui jouaient libérés. Là, on a l'impression qu'en fait, aujourd'hui, ce jeu-là, cet esprit-là est parti du côté de Brest. Donc c'est un match alléchant. Bon, le problème, c'est que Brest prend beaucoup de buts aussi. Donc ils ouvrent un petit peu. On l'a vu à Lyon, on l'a vu aussi contre Marseille et tout. Mais en fait, c'est typique, genre match de Coupe de France. Que le PSG n'aime pas jouer en début d'année parce que les terrains sont pas bons et qu'il y a un calendrier qui arrive. Parc, ça va aller quand même. Mais non, mais là c'est typique. Je ne vais pas donner une ville, sinon ça va être horrible. Enfin, on n'est pas au fin fond. On est au parc, quoi. Oui. Oui, non, mais moi je vois entre la différence de budget entre un Brest et d'un PSG, entre la différence des effectifs d'un pays à l'autre, d'une ville à une autre. Donc là, je me dis, c'est un match qui donne envie de regarder en tout cas parce qu'il y a une opposition. Et puis au-delà de ça, on attend la petite surprise, quoi. La petite surprise pour savoir comment ça réagit, comment le club a envie de réagir et tout ça. Puisqu'on n'a plus de Coupe de France, on attend les surprises en Ligue 1, que je vous dise. Mais en tout cas, Karim l'a dit, c'est une équipe qui n'est pas très en forme, le Paris Saint-Germain, et Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, l'a bien noté depuis son arrivée. Écoutez. Les circonstances sont les circonstances. Mais je suis très content avec la disponibilité et la bonne volonté que montrent les joueurs. On essaye de récupérer les blessés. On sait qu'on doit s'améliorer dans plein de choses, notamment l'aspect physique. Alors sur le terrain, il est peut-être meilleur que Tourelle, mais alors en communication, quand même... En fait, on voit pourquoi on l'a pris là. Mais là, on est parti pour s'embêter toute l'année, je vous le dis. Ouais, mais ça, je pense que ça n'intéresse que nous. Ah bah oui. Non mais pour le coup, je pense que déjà les joueurs... Oui, mais il n'y a pas d'Allan, là, il n'y a pas de... Non, mais oui, mais l'Allan, il est dans le vestiaire. Ah bah j'espère, oui. Oui, exactement, on peut espérer, mais nous, on en attend beaucoup parce que c'est notre métier d'analyser, de voir ce qui est dit, pas dit. Les joueurs, ça les intéresse. Quand on parle d'eux, de savoir quel regard a le coach, quel message il fait passer. Mais le mec qui est supporter du PSG, ce qu'il aime bien regarder les matchs, c'est les matchs du PSG, plus que les conférences de presse de l'entraîneur. C'est vrai que moi aussi, la première conférence, on s'est dit, il va nous annoncer, je vais faire ci, ça, ça. Et puis à la fin, il n'a pas dit grand-chose, il n'a même rien dit. Mais bon, moi j'ai plus envie de le juger. On s'est dit, la deuxième, ça va être mieux, puis bam, il n'a rien dit. La troisième, pareil, dites donc. Moi j'ai plus envie de le juger dans quelques semaines et vraiment pas maintenant sur ce qu'il sera en capacité de faire, même si j'ai quelques doutes, parce que moi je pense depuis le début que cet effectif-là, il est ingouvernable. De toute façon, vous pouvez mettre qui vous voulez, ça ne marchera pas, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais dans un futur proche,
Vous avez des matchs tous les 3 jours, les mecs ils jouent, ils se reposent, mise en place et ils rejouent. Ils peuvent rien faire de particulier. Et puis de toute façon, à quoi il va être confronté? Quand il va dire au mec de courir partout, etc. Mais vous pensez que Tourelle leur disait surtout, alors le pressing, ne le faites pas parce que moi ça m'intéresse pas. Non, quand il arrivait Tourelle, ça marchait bien. Et c'est avec le temps que ça s'est délité. Et plus ça allait, moins il y avait d'idées directrices. Donc Pochettino, c'est pas un magicien. Il va pas d'un coup de baguette magique demander à Mbappé de faire 12 bornes par match, Neymar pareil. Donc on va voir. Vikash, on sait que les entraîneurs ne servent pas toujours à quelque chose, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que quand même un entraîneur peut tout changer Est-ce qu'un changement d'entraîneur, ça peut tout changer? Vous en avez vécu des changements d'entraîneur? Oui, mais moi je pense qu'il faut leur raconter une histoire à cet effectif-là, mais aussi à ces deux joueurs. Mais les embarquer. Non, mais les embarquer dans quelque chose, parce que Neymar et Mbappé, il faut qu'ils aient envie de courir, mais c'est pas lui qui va le décider. Il va falloir qu'il leur raconte quelque chose qui va leur donner envie d'aller courir, parce qu'ils sont capables de le faire. Ils choisissent un peu leur match. Donc c'est difficile, mais enfin, moi gérer le Paris Saint-Germain, c'est juste laisser tranquille ces deux-là. Hein. C'est-à-dire tu leur fais faire un peu ce qu'ils veulent. Tu organises l'équipe autour d'eux pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions et normalement ça peut rouler. C'est pas dit un peu Tourelle. Non mais quand Raymond Domenech gérait l'équipe de France en 2006, il gérait pas Zidane, il gérait tous les autres. Je veux dire que tu vas dire à Zidane de courir ou de pas courir. Si t'en as un, ça va. Quand t'en as déjà deux, c'est déjà. T'en as deux, mais t'as quand même deux joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Oui, mais quand t'as pas le ballon, il faut quand même qu'il y ait des mecs pour récupérer. Gasset l'autre fois parlait de Ben Arfa. Il disait il faut faire accepter aux autres que Ben Arfa ne court pas. Et il y a toujours une surprise PSG, aussi. ça n'a pas été accepté. Il y a toujours une surprise aussi avec les entraîneurs étrangers, même s'ils ont joué en France, de la surprise de la dureté du championnat de France. Au début, ils arrivent toujours à la fleur au fusil en disant ça va passer, on joue contre Brest, Saint-Etienne et tout. Et en fait, on se rend compte que c'est des vrais combats. Et ils arrivent à une espèce de pragmatisme, mais après. Et là, je pense qu'il est encore dans la découverte de la dureté de ce championnat où ils vont jouer contre des équipes où le bus va être avec 9 personnes à l'intérieur. Là, ce ne sera pas le cas contre Brest. Mais il y a cette méconnaissance au départ qui pousse un peu au romantisme. Ouais, alors pour le coup, Thomas Tuchel connaissait bien son groupe et la Ligue 1, mais ça n'a pas empêché au PSG d'être quand même en difficulté depuis quelques journées, Raphaël. Il y a eu un tournant pour ce Paris Saint-Germain. Un tournant pour ce Paris Saint-Germain. Le classement. Mais non, mais oui, c'est ça. Pour mettre en valeur Brest, tout simplement. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Ils étaient deuxièmes. Quand on parle de les yeux fermés ce soir. Pour aller à 18e. C'est convoité par l'Atlético Madrid et Marseille qui avance dans le dossier Milic. À tout de suite. Un instant avec la 19e journée qui aura lieu demain à 21h. Mais avant ça, toutes les infos foot du jour, c'est le foutoir, Raphaël. Et on commence tout de suite avec le successeur du jour. À Didier Deschamps, au poste de sélectionneur de l'équipe de France, c'est Zinedine Zidane, selon Philippe Tournon, l'ancien chef de presse de l'équipe de France. Regardez ce qu'il a déclaré chez nos confrères de RMC, ce qu'il a fait au Real avec 2 titres de champion et 3 Coupes d'Europe. Jackpot, c'est énorme. Le président le regrette. Là, dans un coin de sa tête, c'est à peu près dans l'ordre naturel des choses. Et hop, on remet une petite pièce dans la machine. Vikash Dorasso, Zidane, sélectionneur de l'équipe de France après Deschamps, serait sexy? C'est un peu la logique. Qui peut lui succéder après? Ce qui est difficile, c'est que Deschamps a été champion du monde maintenant. C'était plus facile de passer après quelqu'un qui avait échoué que quelqu'un qui est en train de vraiment de réussir son passage dans l'équipe de France. Mais oui, la suite logique, ce sera Zidane, parce que je ne vois pas qui d'autre pourrait passer derrière Deschamps, parce que va laisser une trace assez impressionnante quand même en équipe de France. Ce sera quand Deschamps sera président donc. Ce sera quand président Fédé Deschamps. Non mais c'est vrai que pour Zidane, on se dit, voilà, il a tout gagné avec le Real. Évidemment, ce sera un accomplissement l'équipe de France. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Vikash, passer derrière Deschamps qui a tout gagné, c'est quand même se mettre une grosse pression, quoi. Oui, mais lui aussi, il aura tout gagné au Real Madrid. Dans quel autre club peut-il aller? Donc après, c'est une sélection. Et la sélection de son pays, c'est la France. Donc... Bon, et puis derrière, il a quand même gagné quelques Ligues des Champions, donc il arrivera quand même avec un socle de confiance. Vous y croyez, vous, à Zidane après Deschamps, Bertrand? Ça paraît tellement évident que parfois les choses les plus évidentes ne se font jamais. Mais après, l'après Deschamps, moi je ne sais pas quand ce sera. Et je pense que Deschamps c'est pas demain, de toute façon. Mérite qu'on lui accorde le droit, je ne dirais pas l'année où il choisira sa sortie, mais presque. C'est que là... Il fait ce qu'il veut. En plus, pour le moment, ça marche bien. Il a fait une finale d'Euro, il a gagné la Coupe du Monde. On verra pour l'Euro. Et ensuite la Coupe du Monde. Donc, c'est très hypothétique. Et puis, Zidane, il a failli se faire virer il y a 6 mois. Donc, il aurait pu être libre. Mais ça se trouve, il va se faire virer du Real Madrid un jour, parce que ça arrivera. Parce que dans ce club-là, c'était moins instable. Puis, ça se trouve, il va repartir pour un autre projet. Puis, au moment où l'équipe de France aura besoin d'un sélectionneur, il sera en poste.
Donc c'est quand même... parce qu'on ne sait pas quand Deschamps va arrêter. Ce truc, il va arrêter en 2024 ou en 2026, on n'en sait rien. Oui, c'est vrai. Il a 50 ans, Deschamps, un truc comme ça. Donc, 52. 52, donc 53 cette année. il est très loin d'être sur sa septembre. fin de carrière d'entraîneur. C'est quel jour? Le 6 septembre, je crois. Je vais vérifier. Raphaël va vérifier. septembre. Non, mais je vais vérifier. C'est en septembre, en tout cas. Vous êtes en train d'essayer de nous embourber depuis tout à l'heure. Il a 58 ans. Il a 53 ans, il est né en 68, la même année que Marcel Desailly. Oui, d'accord, ok. Non, mais l'autre, il va nous faire... C'est le 15 octobre. C'est septembre, vous non essayez... Non, déjà, vous essayez de Alors, mais vraiment, je pense que aller c'est sur le banc. Et il a quel âge surtout? Non, mais il a bien 52 ans. Alors, a priori, il a bien 52 ans. Il va avoir 53 cette Mais année. il n'est pas du tout né en septembre. N'essayez pas de nous D'accord, non, embourber. non. Il est né en juillet. 15 octobre, il est né. 15 octobre, alors. Donc, Non, Deschamps, mais tu ne souviens pas, Raphaël. Bon, Karim, allez sur le banc. C'est la première fois et voilà. Avec Raphaël, il fallait que ça arrive. Ouais, mais il faut faire le foutoir. Oui, elle le fait toute seule. Non, je peux pas. Regarde. Raph a déjà fait un bon hier. Oui, c'est vrai, mais juste avant la pub. Voilà. Et en tout cas, un truc qui revient très très souvent sur les réseaux et que les gens adorent parce que on en parlait déjà juste avant la Coupe du Monde 2018. Zidane sera c'est Deschamps d'ailleurs qui avait fait rebondir la polémique à l'époque. Zidane sera certainement sélectionneur un jour. Quand, je peux pas le dire, mais ça semble logique. Donc là, on est au 31 mai 2018. Hein. Ça arrivera quand ça arrivera, disait-il. Et puis beaucoup de gens qui commentent, ils se disent Zidane quand il va être sélectionneur, il va appeler Karim Benzema tranquillement comme ça. Donc c'est un truc aussi où il n'y a jamais Benzema très loin dans ce débat aussi entre supporters. Ouais, ça sera peut-être un peu trop tard. Coach adjoint, ça serait marrant. On va passer au soutien du jour. Eh ben justement, de Zinedine Zidane, l'entraîneur de Karim Benzema au Real Madrid, qui affirme qu'il soutient son joueur renvoyé hier devant le tribunal correctionnel dans l'affaire du chantage à la sextape de son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. J'appuie Benzema complètement, je suis avec lui et je sais que cette situation n'est pas facile pour lui. Le reste, c'est vrai que c'est compliqué, mais j'espère que ça va se régler rapidement pour tout le monde. En attendant, il a fait ce qu'il aime, c'est-à-dire jouer au ballon et rendre heureux les gens qui le regardent. Il ne pouvait pas dire autre chose non plus, quoi. Et puis, on ne peut pas dire grand-chose d'autre de toute façon. Bah mais c'est toujours pareil, hein, c'est une affaire judiciaire. Il y a des versions qui qui prend du temps quand même. Oui, mais c'est normal. Moi, ça, je comprends que ça prenne du temps. Mais... Non, mais moi, je comprends que ça prend du temps. La justice en France prend du temps. Le seul souci, c'est que vous avez à chaque fois de nouveaux épisodes dans un dossier, dans un volet judiciaire qui fait réapparaître médiatiquement cette affaire et qui, à tous les protagonistes, Benzema le premier, puisqu'il est plutôt du mauvais côté de l'histoire et on verra ce qu'il viendra, j'en sais rien. Mais c'est pas très agréable à chaque fois d'être remis devant la scène pour une affaire qui est toujours la même. On n'en parle quasiment plus quand même. Enfin, non, mais sauf que là, n'a pas fait les gros titres. Ouais, mais quand même. Ça n'a pas fait les gros titres, mais bon, là, on en parle quand même. Dès qu'il y a un nouvel épisode, c'est regarde, ça fait 2 fois qu'on en parle quand même en 2 jours, donc on en reparle. Si vous êtes à la place des protagonistes, c'est un peu pénible. Je pense que c'est un peu dur à vivre, même si il y a des gens qui ont une bonne situation financière, tout va bien pour eux. Mais bon, c'est un peu leur vivement que ce soit jugé, qu'on dise, bon, bah, la justice dise, lui a raison, lui a tort, et après on passera à autre chose. Quoi. Exactement. Des sanctions pour ceux qui en mériteront. Tout le monde attend ça. En tout cas, Karim Benzema a remis une petite story sur Instagram, à vous de trouver le lien ou pas, aujourd'hui avec une photo de lui où il a mis « Seul Dieu peut me juger ». Donc voilà. Mais je crois qu'on l'a. Hein, je crois qu'on a le lien. Ouais, je crois qu'on a le lien. L'exigeant du jour. André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a réagi aux messages postés jeudi sur les réseaux sociaux, enfin plusieurs messages d'ailleurs postés sur les réseaux sociaux par Dimitri Payet, le Réunionnais qui a posté une photo de lui, accompagné, vous le voyez, de ses statistiques, son nombre de buts, 17 et de passes décisives depuis 2019 avec le club de l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet répond à André Villas-Boas en chiffres. Je vous rappelle également que Dimitri Payet était remplaçant contre Montpellier. Il s'est montré décisif à son entrée en jeu. On écoute Villas-Boas au micro de Nicolas Chebriand qui réagit à tout cela et ses réseaux sociaux. Les assists, les buts, c'est précisément ça qu'on veut de lui. J'ai vu son Instagram, pas son tweet, car je n'ai pas de Twitter. J'ai fait mon like, c'est précisément ça qu'on a besoin. Rien de différent. Elle est un mec compétitif. L'unique chose que je veux, c'est trouver le même niveau que saison dernière. On continue à travailler pour ça. Mais moi et lui. J'ai fait mon like. Non, mais c'est quand même très drôle. Ah, c'est bon. Après, non, mais Dimitri Payet, il est. Mais il a réussi son coup, hein, Villas-Boas, en le mettant sur le banc. Parce qu'on le voit, quand il marque, il lui fait un truc de ce genre-là. C'est fou de le mettre sur le banc et finalement, il marque. Et derrière, il a joué avec la colère, quoi. Puis il a marqué avec la colère. Mais parfois, ça marche bien. Mais il fait souvent ça, hein, quand même, Dimitri Payet, là, ces derniers temps. On le voit, il s'est échauffé tout seul avec Rudy Garcia. Avec les Parisiens. Hein, exactement, exactement. Et on a l'impression qu'il a besoin de ça pour se nourrir, en fait. Bah ouais, puis en fait, à chaque fois, ça marche. Donc, ça marche à chaque fois.
Donc non, c'est étonnant. Ça avait déchaîné les supporters au moment où il avait posté, parce que donc il y avait marqué 17 buts, 15 passes, et en dessous, dans les commentaires des supporters, on pouvait très facilement retrouver des batailles navales. Alors, est-ce que ça Oui, j'ai... Voilà. Donc il avait mis 17 buts, 15 assists, passes, avec cette photo, et en dessous, les supporters étaient un peu en train de chercher bataille navale, E10, à quoi ça correspond, et finalement, bon, jusqu'à poster donc ce faux avec ce beau dessin écrit au téléphone pour écrire faux, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est vrai que là, pour le coup, il a peut-être regagné sa place de titulaire. Dimitri Payet, pas en faisant ça, mais en marquant lors du dernier match face à Montpellier, quoi. Il a quand même été titulaire 14 matchs sur 18 de l'Olympique de Marseille, avec un niveau physique qui pose question à tout le monde et qui le voit jouer. Donc on ne peut pas dire que Villas-Boas ne lui fasse pas confiance. On s'est même parfois étonné de la confiance aveugle que lui accordait Villas-Boas à une période où il n'était vraiment pas bien. Donc il n'est pas devenu un remplaçant. Et il faut quand même insister, c'est selon nos confrères d'RMC qui suivent l'Olympique de Marseille, visiblement, il a été sur le banc parce que il serait arrivé en retard à un entraînement de Marseille, et Villas-Boas lui aurait dit, du coup, pas la peine de t'entraîner, ne viens pas à la séance, mais parce qu'il est en retard. Donc on serait quand même dans le cadre plutôt d'une sanction, aussi parce qu'il ne s'est pas tout à fait bien comporté. Donc c'est assez étonnant, ensuite, de la ramener sur le terrain, de faire des tweets. Et Villas-Boas, il répond bien. C'est là qu'on voit vraiment ce métier, c'est un métier de fou. C'est-à-dire que là, Villas-Boas, il lui fait une confiance aveugle. Il avait 10 kilos en trop, il continue de le faire jouer. Il n'est pas bon, il le sanctionne, il marque. Et en plus, il se moque de lui et il faut répondre aux questions en disant ouais, j'ai mis un like. Non mais franchement, il faut s'asseoir sur ça, il faut ravaler sa fierté quand même quand vous êtes entraîneur. Hein. Ça ne doit pas être évident. Hein. Ouais, mais il est en détente là. Ah ben oui, il est en détente. Bon, mais c'est dur. Bon. C'est excellent. Mais bravo parce que c'est pas évident, je pense quand même. Ah, ça, c'est de la belle communication, Karim. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais juste les stats là, c'était les stats sur quelle période qui met... 2019, depuis 2019. Oui, il a pris ce qu'il voulait, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Ah bah oui. Ah bah évidemment, ça l'arrange. La déclaration du jour, tiens. Raymond Domenech, l'entraîneur du FC Nantes, lorsqu'il évoque le mercato hivernal des Canaries et le choix de Jean Lucas qui a préféré aller à Brest plutôt qu'à Nantes. Il n'est pas chez nous, il est à Brest. Il est à Brest, point. C'est comme ça. La réalité. J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort. C'est comme ça. C'est de la communication, comment dire. Bon, bah, voilà, quoi. Bon, on retrouve des choses, hein, oui. Ouais, on n'est pas très étonnés. Non, mais ouais. Elle est revenue assez vite, finalement. Ouais. Bah, je te dis, je sais pas. Non, mais franchement, sincèrement, il n'y a quand même pas de quoi non plus. Non, mais sincèrement, j'ai vu les indignés, mais de toute façon, je pense que maintenant, un jour, même s'il fait beau, Domenech va dire il fait beau, il va dire non, mais il va pleuvoir demain. C'est quand même compliqué. Je ne vois pas ce qui est problématique Factuellement, là-dedans. il n'a pas tort. Mais bon, voilà. Mais donc, il y a quand même un petit gap pour dire je voulais prendre Jean-Lucas et je peux pas, et Maradona, il y a peut-être une autre. Oui. Il aurait pu dire mais je voulais Messi, mais il était trop cher. Vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est. Voilà. Ah ouais, mais vous préférez non, mais il dit rien du coup. Justement. Mais je ne préfère rien. En communication. Comme on disait hier, on préfère des interviews intéressantes que chiantes. Donc, sincèrement, si Domenech il fait n'importe quoi avec Nantes, on le dira, mais là, je trouve pas que ce soit très grave. Mais Vladimir Marquita a ce qu'il veut, quoi. Bien sûr. Un entraîneur qui remet de l'ordre un petit peu, et puis un entraîneur qui fait le buzz et qui remet Nantes à la une de tous les journaux, ce qui n'était pas le cas depuis de certaines années, quoi. J'espère qu'il n'a pas pris que pour faire le buzz, sinon il fallait prendre un youtubeur. Non, j'ai quand même Bertrand, qui remettait de l'ordre dans la maison et après qu'il fasse le buzz. D'accord, oui. Mais voilà, encore une fois, il est entraîneur et pas humoriste, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la base de son métier, normalement. Non, mais il s'est animé quand même. Bah, écoutez, le plus étonné, en fait, c'est peut-être aussi d'avoir mis Jean-Lucas, donc dans le Brésilien, dans la même phrase que Diego Armando Maradona, parce que ce sont deux poids. Ça, c'est un challenge, oui. C'est ça qui a étonné. C'est un challenge. C'est un peu un camoulox. C'était un pari. Et en quelque sorte, il a réussi un pari. Et d'autres qui nous disent bon, ça y est, il commence avec ses bêtises. Mais il n'y a pas eu encore d'acharnement réel. Il y en a même qui sont, alors là, vraiment en mode Bertrand Latour. Ça va, on a le droit de parler de Maradona. Arrêtez de taper sur Domenech. La blague est nulle, mais il n'y a pas mort d'homme. C'est un bon humoriste. Justement. Il n'y a pas compte caché ? Non. Non, mais c'est très compliqué notre métier quand même, parce qu'on voit des conférences où on s'ennuie pendant 20 minutes, et puis il y en a d'autres où il y a un petit dérapage, et on peut refaire le monde sur ces phrases-là. C'est sûr que les conférences où on s'ennuie, en fait, on n'en parle pas, donc comme ça, voilà. Écoutez, c'est comme ça que Vladimir Marquita a cherché. Hein. Non, mais on est plus senti que les conférences d'après-match de Nantes seraient plus intéressantes en 2021 qu'en 2020. Voilà. Écoutez, nous verrons. Les regrets du jour. Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, après la défaite contre Angers, il regrette la manière dont il a abordé la reprise lors de sa préparation. Écoutez-le. Nos données sont trop inférieur à ce qu'on fait d'habitude pour me laisser penser que
On a peut-être... on a pensé que ça allait se faire naturellement et que ça allait revenir naturellement. Et finalement, non. Je pense tout simplement qu'on n'était pas préparé mentalement à faire les efforts. Voilà, donc un entraîneur qui regrette finalement peut-être que son club ait repris. Ça, c'est très intéressant. Ça, en revanche, c'est très intéressant. Il y a une interview dans SoFoot Bon match, de Galtier qui est très intéressant en disant qu'en fait, il a compris que dans les conférences de presse, il fallait dire des choses. Et qu'il a travaillé énormément là-dessus. Et j'ai l'impression que maintenant... Il n'a pas travaillé le rythme en revanche. Hein. Non. Non, mais il cherche... Il a travaillé la césure des phrases. Oui, comme ça, pourtant. Du coup, on te pose moins de questions. Moi, je le préfère en stop and go. Oui, mais du coup, on a l'impression qu'il réfléchit à ce qu'il dit. Oui. Alors qu'il y en a d'autres où on sent que c'est récité, de toute façon on dit la même chose. Et là, en fait, il a compris qu'il fallait dire des choses. Et je trouve que maintenant, il est authentique dans ce qu'il dit. Bon, il le dit lentement, mais à chaque fois, il le dit réellement. Et quand ils sont nuls, il le dit. Et ça change. Au niveau communication, il dit qu'il travaille avec un préparateur, c'est intéressant. Un préparateur mental, et qu'il a compris qu'en fait, ces discours-là étaient aussi écoutés par ses joueurs. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans ce milieu, quoi. Et c'est vrai parler pour dire quelque chose. La fin de ces phrases, donc c'est vrai qu'on est quand même très attentif. Justement, c'est une méthode de communication qui n'est pas souvent usitée, mais qui marche bien. Mais parler pour dire quelque chose, c'est rare dans le football. Oui, mais dans d'autres milieux aussi, vous savez. La victoire du jour. De Laurent Blanc, qui a obtenu une deuxième victoire en 4 matchs dans le championnat du Qatar. Wow. Victoire dans le derby d'Al Rayyan 2-1 contre Al Gharafa. Son équipe donc s'est imposée, notamment grâce à un doublé d'Abdulaziz Hatem. Il y a eu aussi un pénalty raté de Yannick Boli. Vous savez que dans son équipe, il y a également Yacine Brahimi qui évolue dans le club de Laurent Blanc. C'est Jonathan Kodjia, passé par la Ligue 2, Reims-Caen-Angers, qui avait égalisé sur pénalty pour Al Gharafa. Donc voilà, l'équipe de Laurent Blanc qui s'est relancée. C'était un petit peu compliqué ces derniers jours. Après 13 journées, eh bien, son équipe est 6e au classement. Alors on est heureux pour lui, s'il est heureux évidemment, Laurent Blanc, mais il y a quand même un petit sentiment de gâchis, Bertrand Latour, non? Bah ouais, moi j'étais déçu qu'il n'ait pas pu retrouver d'aventure en Europe, quoi, même si c'était pas dans un club du top 8 européen. Après, moi, je suis personne, évidemment, pour juger sa carrière. S'il n'avait pas d'autre option ou s'il avait besoin de gagner encore plus d'argent, ben pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est un entraîneur qui avait des idées, des principes, qui avait une patte, qui faisait bien jouer ses équipes. C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir, parce que là, c'est vrai que j'adore le foot, je regarde beaucoup de matchs, mais les matchs du Qatar, là, je ne suis pas encore là. C'est bien dommage. Donc on le verra pas. Mais peut-être qu'il reviendra en Europe. Hein. Vous avez des joueurs qui partent tôt au Qatar, puis après qui parfois reviennent. Ou en Chine et ils reviennent. C'est plus simple pour un entraîneur que pour un joueur. Que pour un joueur. Mais c'est vrai que c'est un peu triste, quoi, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et on espère effectivement le revoir à un moment en Europe. Laurent Blanc, l'hospitalisation du jour. De Seb Blatter, 84 ans, hospitalisé hier soir. Alors d'après les informations des médias suisses, son état est grave, mais sa vie n'est pas en danger. La presse suisse qui rapporte que l'ancien patron du football mondial avait eu 2 alertes de santé cette même année. Et la suivante, les raisons précises et la date de son hospitalisation n'ont pas filtré. La bouffée d'oxygène du jour. Pour Valence, 17e de Liga, qui s'est imposé lors du 2e tour de la Copa del Rey, de la Coupe du Roi. Vous l'avez vécu sur la chaîne L'équipe. Victoire des Valencians 4-1 contre le club de 3e division de Yeclano. Il y avait un petit peu de spectateurs également durant cette partie. C'est Lee Kang-in qui ouvre le score à la 7e minute. La 9e minute, le but de Racic pour les Valencians. Le but du 3-0, Sobrino, 34e minute sur un service de Manu Vallejo. C'est Alberto Oca qui va marquer l'unique but de la partie de cette équipe de Yeclano dans cette rencontre. Donc je le disais, club de 3e division. Et puis c'est Thierry Correa qui va marquer le 4e but de cette équipe de Valence. Une information qui concerne Valence. Kevin Gamero a passé hier de nouveaux examens. Il était blessé, mais avant cette rencontre, une lésion fibrillaire de l'ischio-jambier de la cuisse gauche. Il pourrait manquer plusieurs semaines. C'est un coup dur pour lui, même s'il ne jouait pas trop avec Valence cette saison. Et c'est sa 3e blessure musculaire de la saison avec Kevin Gamero. Ça se complique un petit peu pour lui ces dernières semaines du côté de Valence. La frayeur du jour. Et juste un petit mot sur le tirage au sort. Bien 3e tour de la Coupe d'Espagne, vous le savez, qui est à vivre sur notre antenne. Alors cette équipe de Valence affrontera Alcorcón. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi. 3e tour, l'entrée en liste du Barça qui affrontera Cornelia, qui a sorti l'Atlético Madrid. Ça aussi, on l'a vécu sur la chaîne Équipe. Et le Real Madrid a tiré le club d'Alcoyano. Regardez, on est dans le vestiaire des joueurs d'Alcoyano, club de 3e division. Et bien, ils sont heureux de savoir qu'ils vont jouer face au Real Madrid. Ils ont sorti un club de Liga, Huesca, donc c'est plutôt pas mal. Et donc ils vont bien affronter cette équipe. Ce sera à vivre sur la chaîne L'équipe, le 3e tour de la Coupe du Roi, à partir du 16 janvier, donc la semaine prochaine. Peut-être pour ça que s'ils sont heureux, c'est qu'ils vont passer sur la chaîne L'équipe.
Bah, c'est pour ça. Et ils vont être Ils vont commentés se par faire Raphaël corriger. Sebaoun. Alors là, je peux vous dire, ça Ils vont déconne pas. prendre une petite correction aussi en passage. C'est possible, mais c'est pas sûr. Regardez Valence. L'Atlético. La frayeur du jour. Pour Zinedine Zidane, décidément on parle beaucoup de Zinedine Zidane dans ce foutoir qui a été cas contact et testé négatif, ça va pour le Covid-19 et qui assistera donc bien, il y avait un doute, au match face à Osasuna samedi, donc demain. La Liga a donné son accord pour qu'il soit sur le banc et pour mettre fin également à sa quarantaine. Il n'avait pas pu diriger la séance d'entraînement d'hier matin. Voilà donc Zinedine Zidane négatif au Covid-19. Et une autre info du côté du Real, Raphaël. Oui, alors exactement, ça tourne et ça revient souvent cette information. Nos confrères de As, le successeur de Zizou, quand il quittera le Real Madrid au poste d'entraîneur, ça devrait être Raoul, héritier naturel de l'entraîneur français. Il occupe actuellement le poste de technicien de la Castilla, la réserve du Real. Il a amené également les U19 au sacre en Youth League en août dernier. Ça vous paraît sensé comme choix Ouais, alors déjà, c'était mon joueur préféré quand j'étais gamin, tu vois. Oui. Non, mais Ouais, oui, c'est pour ça qu'ils l'ont... Non, je trouve ça assez classe et c'est un joueur qui comprend très bien le foot, donc à voir ce que ça peut donner en tant qu'entraîneur. Évidemment, les grands joueurs ne font pas toujours des grands entraîneurs, mais Raoul, pourquoi pas. On voit ce que fait Gérard, par exemple, en Écosse. Là, c'est un autre truc, c'est comme le Real, c'est une grosse machine, donc à voir. Pour Zidane, ça a plutôt bien marché. Est-ce qu'il y aura d'abord un passage par les jeunes, par exemple? Je ne sais pas, ça peut être intéressant. Écoutez, on verra, mais c'est quand même assez étonnant quand même, de se dire que le choix est déjà fait, enfin, je veux dire, alors que Zidane est déjà là. Parce que, Moi, je trouve ça pas mal, moi, de préparer l'après. Il n'y a pas de pression, on ne lui dit pas, voilà, tu fais ton temps et puis à un moment tu partiras. Et puis Zidane partira peut-être de lui-même. Ouais. Il faut faire gaffe, regardez la reine d'Angleterre, ça a duré longtemps quand même. Oui, c'est ça. Exactement. Le jeu du jour. Le jeu du jour, un joueur à vous faire reconnaître. Regardez, il vient de s'engager en 3e division au Racing de Murcia. Ouais. Alors on va voir la photo s'afficher pour que vous essayiez de deviner de quel joueur il s'agit. Il a 33 ans. Il a joué au Real Madrid, qu'il avait rejoint en 2007. Ça vous dit rien? C'est Drenthe. Ouais. C'est Drenthe, exactement. Ouais, regardez, il a changé. Il est néerlandais, il a fini les dreadlocks. Oui, alors ça fait le buzz parce que c'est vrai qu'en Espagne, on ne l'a pas beaucoup reconnu. Il a pris un petit peu de poids. Voilà. Oui. Il est passé, c'est son 14e club à Roston Drenthe et donc il va jouer en 3e division espagnole. Oui, voilà. Oui, vous étiez, il va entraîner, mais pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Non, c'est toujours en tant que joueur. Il va jouer. Bon. Dans un instant, on parlera de Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui est en difficulté en ce moment. Mais avant cela, nous sommes vendredi. Et le vendredi, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a le best-of de la petite lucarne. C'est parti. Mais oui! Enlevez cette marche. Comment ça va les amis? Bonne année. Bonne année. Meilleurs vœux. De toute façon, 2020, ça a tellement mis la barre basse que là, 2021... On est bien là. Que mieux. Alors voilà. Estelle, pour vous, évidemment, cette année commence différemment. Votre petit canari s'est envolé vers d'autres horizons. Il a choisi de quitter l'équipe d'Estelle pour rejoindre le FC Nantes. Alors, vous voyez le bon côté des choses, Estelle, quand même, vous allez être tranquille le soir. Les programmes téloges, tranquille, personne pour vous embêter. Et bon, alors si Raymond vous manque, voilà, je vous offre le calendrier 2021. Voilà, alors il y a des photos, ça va jusqu'en juin, on peut faire défiler. On va même parce que... regardez, février, c'est sympa. C'est Raymond en séance d'abdos, voilà. Vous pouvez mettre sur le frigo. On a quoi? On a mars derrière. Oh, coucou Estelle. C'est le calendrier. Allez, on va sur avril. Côté autoritaire, un peu avril. Allez, on passe sur mai. Ah oui. Le côté voilà, Maxime Le Forestier, c'est une maison adossée à la colline. Ah, celle-là, bon, ça doit être après un match. Et voilà, donc juin normalement. C'est la fin de saison, quoi. Ouais, voilà. Alors exceptionnellement, Covid oblige, on commence pas par de la Coupe de France. Mais non. Cette année 2021. Il n'y en a pas. Donc on commence par quoi? Par de la Ligue 1 et du coup on est content parce qu'il y a les confs qui sont de retour. On a fait le tour et il y a un petit nouveau évidemment. Allez, c'est parti. Oui, alors direction Nantes où Raymond n'a pas encore repris tous les réflexes, il n'avait pas mis son téléphone en mode avion. Raymond. Ah, c'est ma sonnerie. Ouais, c'est là. Mais qui peut bien lui écrire en pleine conf? C'est pas possible. Et voilà. Du coup, Raymond, il répond en pleine conf. Et arrête de m'écrire. Voilà, super. Et puis attention, un journaliste a posé la question qu'il ne fallait pas poser à Raymond. La question, il peut partir en solo pendant 2 heures. Oula. Oh non. C'est parti, il va nous emmener Raymond. Bon voyage à tous. Je suis un converti, un vrai converti. J'ai une maison en Bretagne depuis quelques années. Voilà. Nous avons une maison en Bretagne, c'est vieux. Hein.
Et j'ai dit un jour je reviendrai. Quand j'étais en équipe de France Espoir, j'allais faire le stage à Saint-Malo. Chaque fois que j'arrivais, on passait 8 semaines, il faisait un temps exceptionnel. J'ai fait la côte, j'ai fait tout le long. J'aurais pu m'arrêter n'importe où. Si vous me voyez apaisé, je crois que je le dois aussi à ce que j'ai vécu ici en Bretagne. Et ce que j'ai trouvé en plus, c'est le respect des gens. Il y a une forme de respect de la personne. Il va pas nous parler de lui devant l'océan. Je me pose, je peux passer comme ça 1 heure tranquille au bord de la mer. C'est un moment où je me ressource tranquillement. Et c'est vrai que la Bretagne représente ça pour moi. Ah, merci Raymond. Bon, au moins c'est fait, les journalistes savent qu'on ne demande pas à Raymond ce qu'il pense de la Bretagne. Allez, on enchaîne avec une petite image de futsal, Estelle, et une pensée pour le monsieur qui pensait être tranquille aux toilettes. Mais en fait, pas du tout. Ouais, ça se passe là-haut, la porte. Hop là. Et du coup, il y a un mec qui est pas content. Pardon. Non. Ouais. Oh, ça va pas là, je t'allais pisser, mais oh. Ouais, il est pas content, pas content. En 2021, on ferme à clé les portes autour des stades. Voilà. Il n'est pas content. Alors l'événement évidemment de cette Ligue 1 en 2021, c'est l'arrivée de Mauricio Pochettino. Alors on a voulu savoir si les Parisiens connaissaient le visage de Mauricio Pochettino. On dit Pochettino ou Pochettino, on peut dire les deux je crois. On peut dire les deux, oui. Et Béric Pierre-Louis et Tom Gunn sont allés dans le marché de Saint-Cloud à 2 pas du Parc des Princes. Tendre un micro, c'est parti, regardez, on va voir. Alors au début, c'était pas gagné. Non, pas du tout. Ah non. Rien du tout. Rien du tout. Je connais sa tête, mais... Et basta così. Ah. Et on a eu un ascenseur émotionnel, Estelle. Oui, je sais plus. Bon. Et on a croisé Raymond Domenech. Il était pas à Nantes. J'ai déjà vu, mais je sais pas qui c'est. Et puis on a croisé quelqu'un qui a dû confondre la personne, c'est pas possible. Il est avec moi à la prison. C'est l'île 49. On a fait les 1000 coups avec lui. Ah d'accord, ouais. Non, il a dû confondre. Et puis une jeune femme connaissait le coach, mais le nom c'était un peu plus galère, quoi. Oui, c'est l'entraîneur du PSG. Allez, ouais, le nom. Pochettino, non, ça passe par un M, ça, son c'est un prénom, Pokémon. Maurice, c'est quelque chose. Non, pas Michel, Non, Miguel, non. Maurice. Ouais, bon, allez, on reviendra. Et puis, on est allé voir, évidemment... Ah, c'est Pochettino. Un fan. Ça fait plaisir de le revoir au PSG, c'est un grand entraîneur. Il est mieux que Tourelle. J'espère qu'on va gagner la Ligue des Champions. Allez, PSG. Vive le PSG, vive le Parc des Princes. Ouais. Allez, on en est où, mademoiselle? Qu'est-ce que c'est? C'est Pochettino, on est d'accord? Mauricio, c'est ça. Mauricio, voilà. Pokémon Pochettino, Pochettino. Oh, c'est un massacre, je suis désolée. Entraîneur du PSG. C'est le nouveau. Ouais. Ah, parce que je sais que ça a changé il n'y a pas longtemps en plus. Et ben voilà, j'ai trouvé. Comment il s'appelle le nouvel entraîneur du PSG? Pochettino. Ah bah c'est de la triche. Mais bon, il a mal entendu, je crois. Comment t'as dit? Pépino? Pochettino. Ah bah voilà. Eh bah voilà. Et on retrouvera évidemment la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt en direct. Ce sera à partir de lundi, évidemment, dans l'équipe d'Estelle. On revient sur la Ligue 1, 19e journée. Demain, et le point le plus attendu de cette journée, ce sera certainement Kylian Mbappé. Il est meilleur buteur du championnat, mais pourtant, il déçoit beaucoup ces dernières semaines, Raphaël. Oui, ça avait pourtant bien commencé. En Ligue 1, en tout cas pour Kylian Mbappé, on vous a pris ses notes qu'on a mises sur ce petit graphique. Vous voyez que de la 4e à la 11e journée, lorsqu'il était titulaire, ses notes oscillaient entre 7, 8, voire 6. C'était plutôt pas mal avec des buts. Et puis, depuis la 12e journée, eh bien, on a des notes en dessous de la moyenne. 3 lors de la 12e journée, 15 et 4 et 4 lors de la 15e et 17e. Et puis, lors de la dernière journée, 18e journée, c'était face à Saint-Etienne, la note de 3 sur 10, qui lui fait une note moyenne en Ligue 1 de 5,5 sur 10. On va le voir. C'est la 43e note dans le classement des joueurs l'équipe cette saison. Dans le journal l'équipe, c'est très rare de voir Kylian Mbappé qui d'habitude truste le top 10 du classement des meilleures notes du championnat de France de Ligue 1 dans le journal l'équipe. Alors Mbappé en difficulté avec le Paris Saint-Germain, est-ce désormais inquiétant? C'est un nom pour Vikash Dorasso, un nom également pour Pierre Maturana. Peur que ça dure pour Thibaut Bézirian, c'est un nom pour Raphaël Sebaoun. Il vit une crise de croissance normale, comme les enfants, quoi.
pour Karim Nedjari. Et c'est un nom pour Bertrand Latour. Vous n'êtes pas inquiet, Pierre Maturana, du tout par les performances récentes de Kylian Mbappé? Non, comme tu l'as dit, on peut être en difficulté, mais pour autant, c'est pas spécialement inquiétant. On voit pourquoi il a des difficultés. On sent que physiquement, il y a peut-être des soucis actuellement. Il a peut-être du mal à retrouver son pic de forme et de performance, notamment sur tout ce qui est vitesse, appui, un peu de tonicité. Maintenant, il y a peut-être aussi une façon de voir les choses du côté PSG. Est-ce que Paris ne pourrait pas essayer de mieux le gérer ou lui faire comprendre que ce serait mieux pour lui, par exemple, de le reposer ou ce genre de choses? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que je suis inquiet pour lui? Je dirais non, parce que l'air de rien, il est quand même encore assez jeune. Il a quand même fait énormément de choses déjà dans sa carrière qui nous montrent que c'est un immense joueur en devenir. Mais voilà, je pense qu'il peut, en retravaillant un peu, en étant un peu mieux géré sur cette saison qui est quand même particulière, je pense qu'il peut revenir assez vite. Et même contre Saint-Etienne, où il n'est pas très bon, par exemple, eh ben, il est quand même plutôt décisif sur le but de Keane. Il fait l'avant-dernière passe. Donc voilà, donc c'est... Je sais que parfois on dit les stats c'est rien parce qu'il marque contre Nîmes ou je sais pas qui, mais ça reste quand même son boulot et l'air de rien en Ligue 1 il reste meilleur buteur et il a plutôt bien fait le taf sur la première partie de saison. Il y a eu un petit ralentissement. Pas que ça dure, mais je pense. Après, au-delà des statistiques et des buts, on vous a déjà montré ces images hier face à Saint-Etienne, où justement sur sa capacité d'accélération à faire des différences. Il y a eu des ratés, Saint-Etienne, où il y a le crochet trop, il y a un petit peu de lenteur, un peu d'hésitation peut-être dans son jeu, ou tout simplement il n'arrive pas à faire les différences. Techniquement, il est moins bon ces dernières semaines, et c'est vrai qu'on vous a sélectionné ces quelques tentatives de Kylian Mbappé de vouloir y aller seul, de provoquer. Il y a quelques semaines ça passait, ces derniers temps ça ne passe pas. Vicage Dorasso, on peut mettre ça sur le compte de peut-être une baisse de régime physique ou peut-être que les adversaires finalement le connaissent mieux, il est plus prévisible, quoi. Oui, mais si les adversaires se sont adaptés, lui aussi il va changer son jeu et à un moment progresser. Moi je pense qu'il est un peu cuit mentalement aussi, physiquement, mentalement, un peu le surmenage, quoi. Il a vraiment beaucoup joué depuis Monaco, la Coupe du Monde, là le Final 8 et puis il n'y a pas eu de préparation. Moi, je suis plus inquiet pour le PSG qui va avoir besoin de lui dans les gros matchs. Et je ne suis pas sûr que cette année peut être une année bancale, pas super. Et dans les gros matchs, il risque d'être en difficulté parce que le niveau va s'élever. Il va falloir vraiment être prêt physiquement. Et je ne vois pas comment il va pouvoir se préparer si à un moment, on ne le coupe pas complètement. Il faudrait le couper complètement, 15 jours, 3 semaines, qu'il puisse faire le vide, partir, revenir. Vraiment complètement libéré pour reprendre. Mais là, il sort de vacances quand même. Ouais, on dit il est cuit, il s'arrête jamais, mais là, beaucoup, il y a quelques jours de vacances, c'est pas suffisant. 10 jours. Ouais, 10 jours, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas suffisant. Je crois qu'ils auraient dû profiter plutôt que de le mettre sur le banc à la fin au moment de la trêve. Là, ils l'ont mis plusieurs fois sur le banc. Ils auraient dû le faire couper complètement et refaire une préparation physique parce qu'il n'y a pas eu de préparation physique aussi. Karim, vous dites c'est une crise de croissance pour Kylian Mbappé, c'est-à-dire que finalement il a une période charnière et puis que ça va c'est repartir difficile après, parce qu'il est parti très vite, très haut. Fait penser beaucoup à Thierry Henry, parce qu'il vient aussi de Monaco. Thierry Henry avait vécu la même chose à Monaco, sans doute mieux géré par Chantigana, qui le mettait sur le banc de touche. Il était grognon, mais je pense que, comme tous les enfants précoces, comme Thierry Henry pouvait l'être, il a l'impression qu'il redouble sa terminale depuis 2 ou 3 ans, et qu'il est temps maintenant qu'il aille en université. Et quand l'université, c'est l'étranger, c'est de se confronter aux entraînements, à l'exigence étrangère, et il fera sans doute plus d'efforts. Il y a l'exigence en France aussi, on ne peut pas dire ça. Non, mais je pense les confrontations directes avec les grosses équipes, avoir des rendez-vous plus près, et là, il fera plus d'efforts sans doute, comme Thierry Henry les a fait quand il est parti à la Juventus ou après au Real, à l'Arsenal. Donc, je pense qu'il est temps maintenant pour lui qu'il grandisse, parce que je vois que d'autres récupèrent un petit peu leur retard, que ce soit à Haaland ou que ce soit à Rashford. Il a cette envie là maintenant qu'il faut qu'il grandisse et qu'il parte mettre de la maison, quoi. C'est ça, on a l'impression, alors évidemment il est très jeune, Kylian Mbappé, et que c'est plus l'enfant prodige, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont en train de le talonner. Il y a 2 ans, il était seul au monde. On lui prédisait de gagner 10 ballons d'or. On se disait, mais il n'a pas d'équivalent. On n'aura jamais de duel Ronaldo-Messi avec Mbappé. Il est trop fort. Et puis là, on voit qu'effectivement, il y a Rashford, comme vous l'avez dit, il y a Haaland, et qu'il n'est plus tout seul. Est-ce que ça, je veux dire, ça peut aussi le faire tilter à un moment et je veux dire, et progresser, parce qu'on a l'impression qu'il stagne, quoi, par rapport aux autres qui progressent encore, quoi. Oui, mais lui avait tellement de longueur d'avance à ce moment-là que c'était difficile d'entrer en comparaison. Mais c'est vrai qu'il stagne. C'est vrai que
C'est un joueur qui marque jamais un but de la tête, c'est un joueur qui marque jamais de but en dehors de la surface de réparation, sauf en finale de Coupe du Monde, c'était beau, mais il en marque trop peu. Mais moi je pense qu'à un moment donné, on a été trop élogieux avec lui. Moi je faisais partie des gens qui étaient perçus comme des pisse froids à ce moment-là, quand on annonçait qu'il allait gagner 14 ballons d'or et que c'était l'équivalent de Messi, que Neymar, qu'il fasse attention à pas être dans l'ombre de Mbappé, ça me paraissait très exercif. Et là, dans le même temps, je trouve que certaines critiques sont un peu trop dures contre lui. On parle, il a quand même marqué 12 buts en 14 matchs. Je l'ai dit hier à l'équipe du soir, tout le monde se moquait de moi, parce que j'ai assisté 15 fois dessus. Mais c'est vrai que c'est un mec qui marque à tous les matchs, quoi, en gros. C'est quand même pas rien. Il y a combien sont sur ces standards-là? Mais ça ne l'exonère pas de devoir progresser dans d'autres domaines. Je pense qu'il s'est un peu endormi sur ses lauriers. Je pense aussi que le contexte du Paris Saint-Germain ne l'aide pas, qu'autour de lui, avec Neymar, il n'a pas un leader très positif pour ce qui est du travail, de l'investissement, de l'hygiène de vie, etc. Et que peut-être en paye-t-il un peu les pots cassés. Et s'il n'est pas capable de le faire à Paris, peut-être que la solution, ça sera de le faire à l'étranger. Mais personne ne lui a interdit de progresser au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que les stats dans les grands matchs de Ligue des Champions, elles sont négatives. Mais ceci étant dit, encore une fois, c'est un joueur qui, là, en n'étant pas bon, et je partage ce que disaient notamment Pierre et Vikash, etc., sur le degré physique, on voit bien qu'il n'a pas perdu sa vitesse. Donc s'il ne l'a pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc ça il va la retrouver. Mais une fois que ça sera mis de côté, il ne faut pas non plus se rêver. Haaland, j'ai vu à Dortmund, ça lui arrive aussi de rater des occasions. Bien sûr. Rashford, il ne marque pas tous les matchs de Première Ligue, même si c'est un championnat qui est plus compétitif. Donc il est dans un creux. Mais moi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il en sorte. Après, je pense que de toute façon, à un moment donné, on l'a vu plus beau qu'il ne l'est. Je pense. Oui, mais après, c'est aussi de sa faute. Hein. Il nous a dit qu'il voulait tout gagner, bien sûr. ses stats, etc. Et il nous en a trop donné, peut-être aussi. Ce qui se passe, c'est inquiétant et un peu rassurant aussi. Quoi. Il est un peu humain. Quoi. Je veux dire, il peut craquer à un moment, faiblir. Voilà. Il est atteint par ce qui se passe aujourd'hui. Il est atteint physiquement. Voilà, moi je le voyais pas craquer du tout. Je pensais que c'était parti, il allait progresser, puis il allait le ballon d'or. Et puis on le voyait dans son regard, dans sa façon de s'exprimer, dans plein d'attitudes. Et puis là, finalement, il y a Rashford qui passe devant. Neymar s'est pas fait doubler au Paris Saint-Germain. Donc voilà, mais il faut qu'il se reprenne parce que ça passe vite. Il a 21 ans, 22 ans, ça passe 22, voilà. Oui, 22, oui. Non mais Rashford passe devant. Rashford, qu'est-ce qu'il a gagné? Moi, je l'adore Rashford. Pas devant. Il n'a jamais été en finale de Ligue des Champions. Il n'est pas champion du monde. Il n'a jamais été champion d'Angleterre. Non mais je suis d'accord, mais Manchester United, c'est pas du tout le club dominant d'Angleterre. Non. Pas du tout le club. Il veut dire Rashford, il est bien loin derrière Liverpool. Oui, mais Rashford profite aussi du fait que nous on le voit déjà moins jouer, mais en Ligue des Champions il est un peu meilleur et qu'il a une communication qui fait que Rashford c'est un peu le genre idéal aujourd'hui, là où Mbappé il fait un peu parfois sale gosse. C'est pas que un joueur de foot. Donc il y a ce truc un peu injuste pour Mbappé finalement. Mais Mbappé on le juge aussi par rapport à ce que lui s'est fixé comme objectif. C'est ça. D'être le meilleur joueur sans doute de la planète, et donc on a envie de le voir ici. Alors on va voir, Raphaël, Bertrand soulignait quelques lacunes, entre guillemets, de Kylian Mbappé. Effectivement, est-ce qu'il en a des lacunes pour vous? Il en a, oui et non, c'est qu'il sait tout faire. Alors, en tout cas, voilà, il s'est marqué il s'est marqué en tout cas des débuts, et il y a des choses qu'il faisait pas, par exemple la saison dernière, c'était tirer des pénaltys. Il en a eu plus l'opportunité cette saison. En tout, il en a marqué 4 cette saison face à Nice, Nantes ou encore Monaco et Lorient. Et malgré ses difficultés cette saison, on voit un petit peu cette nouveauté. Il est très bon quand il rentre, il a été décisif. Alors Mer, quand il rentre, il a été décisif contre Dijon, il marque 2 buts en 18 minutes. À Montpellier, il marque 10 buts après sa rentrée. Plus qu'à pousser le ballon peut-être sur ses occasions. Alors là, c'est l'occasion et le but face à Montpellier alors qu'il venait d'entrer en jeu. Alors il fait rare cette saison. Regardez, il marque son unique but sur contre-attaque face à Monaco. C'était le 20 novembre dernier. Alors c'est vrai, cette saison, des buts tout faits, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. On l'a vu, ce seul but qui marque sur contre-attaque avec le Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai que la palette, elle n'est pas très élargie avec cette nouveauté, ces pénaltys marqués. Il marque toujours quasiment du pied droit. Il marque jamais de la tête. Et là, on l'attendait sur sa vitesse. Il marque très peu sur contre-attaque. Je le mets avec des gros guillemets, mais quand on voit ses stats, souvent on se dit ça pourrait être encore plus énorme s'il était en meilleur, par exemple, en face-à-face. C'est un truc... On a souvent remarqué que face au gardien, ou parfois dans des situations qui semblent idéales pour un joueur de sa trempe, on a souvent remarqué qu'il y a pas mal de déchets. Notamment quand on va pour le comparer à Messi ou Ronaldo, etc., qui ont beaucoup moins de déchets face au gardien. Donc heureusement, on voit qu'à 20 ans, il a encore beaucoup de... 22 maintenant. 22, oui, de marge de progression, c'est vrai. 22. Quand il a 17 ans, il est vraiment... Non, mais il a encore une marge de progression dans certains domaines et c'est plutôt intéressant pour lui, mais il faut travailler, quoi. Après, on n'insiste pas beaucoup dessus, mais il n'est pas interdit de penser non plus qu'il soit un peu perturbé par sa situation personnelle, où il se pose de vraies questions sur son avenir. On ne sait pas, il va devoir prendre la décision soit de s'engager encore sur le long terme avec le Paris Saint-Germain, soit éventuellement d'aller au bout de son contrat et de partir libre, soit
probablement, peut-être de partir à l'étranger. C'est quand même des questions qui sont, comme pour tout un chacun, quand on n'est pas serein sur son avenir, peut-être que ça peut impacter. Parfois on le sert plus facilement sur d'autres joueurs. Lui, de par le mental qu'il nous donne à voir, ses déclarations, on le pense à destructives, etc. Je pense qu'il est comme tout le monde et qu'au bout d'un moment, il n'est pas interdit qu'il puisse cogiter un peu. Il y a un changement d'entraîneur, que va faire Neymar. Donc ça, c'est peut-être pas... Peut-être que quand ce sera réglé, peut-être que ça ira mieux aussi sur le terrain. Après, moi, je pense qu'il a besoin de travailler. Franchement, c'est pas possible de marquer aussi peu de buts de la tête, par exemple. Il marque jamais de frappe en dehors de la surface de réparation. Jamais. Ça, il va falloir qu'il bosse, c'est sûr. Mais Benzema, au début, quand il a commencé, de la tête, il n'était pas très bon. Et maintenant, c'est un des meilleurs joueurs de tête du monde. Donc, avec le travail, on y arrive. Et surtout, mais il était à côté de Cristiano Ronaldo. À la base, il était à côté de Cristiano Ronaldo. Oui, mais sauf que le travail, il faut le faire. Oui, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Sur l'environnement, absolument. Mais il faut travailler, quoi. Il avait Mourinho aussi comme coach qui n'arrêtait pas de le piquer à propos de ça. Alors, on se demande quand même, on s'est demandé tout à l'heure au bureau, tiens, mais quel était pour vous le dernier match marquant de Kylian Mbappé, le gros match? Alors si on dit Neymar, par exemple, on se souvient, même s'il n'avait pas marqué, mais du Final 8 où il avait été absolument étincelant. Et c'est vrai que Kylian Mbappé, on a plus de mal à se rappeler d'un match où on se dit waouh. Ça rentrait contre l'Atalanta Bergame. C'est quand même, c'est lui qui fait la différence en rentrant donc dans un gros match. C'est pas rien. Oui, mais c'est pas un match où alors, on va dire un match où il est titulaire, quoi. Où, effectivement, pendant 90 minutes, vous dites, il est tellement au-dessus, quoi. C'est difficile parce qu'en fait, quand il rentre en ce moment avec le PSG et qu'il joue contre une équipe française et qu'il marque dans les 15 dernières minutes, on dit, c'est normal. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, lui, il a banalisé la normalité. Donc, c'est assez compliqué parce qu'on imagine à chaque fois qu'il doit rentrer, il doit marquer 3 buts et donner oui, mais on dit la même chose de Messi, le championnat d'Espagne, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ce qu'il faudra, nous, on va le juger le jour où il arrivera à devenir une machine comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Mais pour ça, il faut qu'il lui-même fasse aussi sa mutation cérébrale et aussi de tout son entourage qu'il devra avoir autour de lui, qui va permettre, je pense souvent à Federer, de ce poids, pour à chaque fois franchir une nouvelle étape. Il s'est remis en question, changement d'entraîneur, changement d'entourage, pour essayer de grandir. Et je pense que Federer, il choisit son entraîneur. Voilà. Et bien peut-être que lui aussi, il devra aussi choisir des personnes qui vont l'aider à franchir des caps, quoi. Mais il a encore des caps à franchir pour vous, Bertrand? Oui, technique, dans son jeu, des carences, dos au jeu, il va souvent jouer le numéro 9. Dos au jeu, il ne sait pas tenir le ballon face à deux défenseurs centraux, il ne peut pas jouer en déviation de la tête, je l'ai dit, il a des progrès à faire, même dans la finition, il a un atout, il a 20 sur 20 sur la vitesse. Et donc sur la vitesse, ça lui permet d'être dans beaucoup de situations favorables, de marquer beaucoup de buts. Je ne le réduis pas à un coureur à pied, pas du tout. Mais ça, techniquement, il y a comme du dribble, il y a des choses. Exactement. Mais il n'a pas pour autant la finesse de pied d'un Neymar, mais il a cette qualité très forte. Après, si vous le prenez par rapport aux autres numéros 9, sur l'efficacité, mais il est bien en dessous de Lewandowski, il est bien en dessous de Benzema, et de Salah. Donc, mais ça, c'est le travail. Mais après, est-ce qu'il travaille au Paris Saint-Germain beaucoup? Ça, je ne suis pas sûr. Et en posant la question, il y a une partie de la réponse quand même. Alors, il avait parlé de lui-même, de l'évolution de son jeu. C'était en octobre dernier sur le site du Paris Saint-Germain. Je pense que je dois évoluer, j'en prends conscience chaque jour. Ce n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Il y a des matchs où je n'ai pas été bon, mais je continue de progresser. Je pense aussi qu'il faut jouer avec les autres. Tu ne gagnes pas tout seul. Et ça, c'est le plus important dans un sport collectif. Ce n'est pas encore parfait parce que je suis un attaquant. Et un attaquant, au fond, on lui apprend à être égoïste et à être dans sa bulle. C'est un poste très spécial et je sais qu'il est difficile de comprendre l'état d'esprit d'un attaquant. Donc, on sent que lui aussi, il voit bien qu'il y a des petits trucs à régler quand même, quoi. Ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'il a des stats incroyables et qu'on se pose la question, quoi. C'est qu'on le ressent. Il se passe quelque chose. Platini avait dit aussi un truc assez juste il y a pas mal de temps où il disait que il avait misé tout sur sa vitesse et il allait falloir réfléchir à adapter son jeu, adapter justement l'utilisation de cette vitesse pour pouvoir progresser. Et ça, je trouve que venant de Platini, souvent, c'est plutôt juste ce qu'il dit quand il analyse les joueurs. Assez mal perçu à l'époque. Genre Platini est jaloux de Mbappé. Ouais. Et maintenant, on se dit, Platini n'avait pas tort. Bien sûr qu'il n'avait pas tort. Mais il avait osé dans une bonne période dire quelque chose. Exactement. Alors en tout cas, on va écouter Maurizio Pochettino. Il était en conférence de presse aujourd'hui. Le coach du Paris Saint-Germain, il a parlé d'Mbappé. Bon, il n'a pas été critique. Ça va envoyer. Écoutez, c'était... j'ai regardé l'interview, je me dis, mais c'est dingue ce qu'on peut dire, c'est fou, écoutez. Tu me preguntas por un jugador en especial, encontramos después, lógicamente, del periodo de unos días de recuperación, en un muy buen estado, con muy buen ánimo, con muy buen...
Oui, alors comme je ne parle pas évidemment espagnol, Si. je ne peux pas traduire, mais enfin grosso modo, comme j'ai à peu près la traduction, là, il est dans une bonne forme et il a un état d'esprit excellent. Voilà. C'est ce qu'a dit Mauricio Pochettino, et sans traduction bien sûr. C'est encore plus ennuyeux, ces conférences de presse. Là, on ne lui facilite pas la tâche à Mauricio Pochettino. Thibaut, c'était traduit sur les réseaux sociaux ou pas? Oui, on est beaucoup revenu sur les déclarations de Pochettino, non pas vraiment, mais sur Kylian Mbappé, en effet, c'est le petit génie précoce, c'est celui qui avait un naturel, un bel entourage, tout ce qu'il fallait pour battre tous les records qu'il a déjà battus à 22 ans. Mais désormais, c'est l'aura internationale. Il est à la une de FIFA, le jeu vidéo. Il est à la une donc de chaque poste quasiment du Paris Saint-Germain. Son équipementier le met désormais en tête d'affiche avec LeBron James, star international du basket. Ici, on les voit ensemble parce qu'ils ont sorti une paire ensemble cette semaine avec une en basket, une pour le football. Donc Kylian Mbappé, il a aussi changé d'envergure sur les réseaux sociaux, vu de la part des supporters aussi comme quelqu'un qui a peut-être pris un peu la grosse tête, alors pas forcément, mais quand on change comme ça de stature, forcément c'est de la part des supporters, c'est pris un peu différemment. Alors sur les réseaux justement, eh bien, quand on parle de Kylian, on nous envoie souvent ce type d'image, qu'il revienne sur Terre. Mais, parce que Kylian, il cache, ça marche toujours. Il est pas né un cavaillon pourtant. Mais voilà, il y en a qui sont carrément nostalgiques, qui nous disent rendez-nous le génie français de l'époque avec des highlights, des buts de son époque monégasque. D'autres qui nous disent on reste sur la vague Coupe du Monde 2018. Depuis, il s'est empêtré dans un jeu alambiqué, improductif, hormis quelques fulgurances. Alors des fulgurances exceptionnelles, mais voilà. Beaucoup ont été habitués à tellement d'exploits géniaux que Kylian Mbappé finalement est un peu, entre guillemets, bien sûr, rentré dans le rang. Alors ça n'empêche pas tout le monde tous les jours sur les réseaux du monde entier, les médias du monde entier, de l'envoyer un peu partout. Là, il est avec le maillot de Liverpool pour ce média. D'autres nous disent on veut revoir ce Mbappé, celui de France-Argentine 2018. Vous parliez de quel est son dernier grand match. Dans l'esprit collectif, c'est un peu France-Argentine de 2018. Mais alors, quand il y a le final après quand même. Bon, je joue pas. Mais ce qui c'est quand même 2 ans et demi. Mais ce qui m'embête le plus, c'est ce type de message plutôt qui n'arrivait pas du tout avant. Kylian Mbappé, meilleur joueur du monde, et en fait, on nous envoie des compilations de vidéos de Kylian, de tous ses derniers ratés, de tous ses gestes techniques superflus. Alors c'est facile, c'est possible de les faire pour beaucoup de joueurs. Mais comme lui, il tente des choses très difficiles et encore plus en ce moment, alors qu'il est un peu moins bien. Et bien voilà, ça lui retombe dessus. Et donc, c'est un peu aussi ce qui retombe sur le nez des immenses stars. Et voilà, quand on est trop fort, forcément, il y a le retour de bâton à un certain moment. Mais et vous verrez qu'il mettra un doublé contre Brest. Et allez, on prend les paris. Allez, on met la pièce, que je vous dise. Mbappé, en tout cas, Raphaël, vous l'a dit tout à l'heure, il est 43e au classement des notes de l'équipe. Et on va voir justement si vous maîtrisez bien ce classement. Voici tout de suite le démineur. Ce jeu est assez fantastique, vu que j'en ai eu l'idée tout à l'heure. Bon, alors, vous allez voir s'afficher derrière moi les noms de 16 joueurs de Ligue 1. Vous allez devoir me retrouver les 11 premiers hors gardien aux notes l'équipe. Si jamais vous trouvez un joueur qui n'est pas dans les 11 premiers, une bombe explosera et vous serez éliminé. Alors, quels sont les joueurs dans les 11 premiers aux notes l'équipe? Je commence par vous, Vikash Dorasso. Kadewere. Kadewere, oui, ça marche, il est 6e, l'attaquant lyonnais. À vous, Pierre Maturana. Yilmaz. Eh bien, Yilmaz, ça marche. Il est 8e, Yilmaz, avec une note moyenne de 6, comme Kadewere d'ailleurs. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, il est premier, bien joué, Thibaut Vézirian, 6,4 pour le lyonnais. À vous, Raphaël Sebaoun. Benjamin André. Benjamin André, ça marche, 5,94, il est 10e. Avec ses stats, Delors. Andy Delors. Pas sûr. Eh non! Il a les meilleures stats, buteur et pas décisif. Et il est 19e, il est très loin. 5,75 de moyenne. Bah oui, mais en tout cas, vous êtes éliminé. Ça ne sait pas si c'est juste ou pas, mais c'est un fait. Bertrand, Jordan Amavi. Jordan Amavi, évidemment, il est 2e, Jordan Amavi. À un moment, il était premier. Le latéral marseillais, 6,13 de moyenne. Je reviens vers vous, Vikash. Je dirais Bamba. Jonathan Bamba, ça marche. Il est 11e. Bien joué, Vikash. 5,94. À vous, Pierre Maturana. Je dirais Laborde. Gaëtan Laborde, ça marche aussi, il est 5e. 6,06. Ah là 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 là. Il a fait des gros matchs, Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, ça marche aussi, il est 9e. Avec la note de 6. Alors récapitulons, il vous reste 3 joueurs à trouver parmi les 11 premiers aux notes l'équipe et 4 joueurs qui n'en font pas partie, ce sont les 4 intrus. Raphaël Sebaoun, qui sont ces 3 joueurs?
un Parisien dans les 10, donc je vais dire Marquinhos. Oui, je pense que... Marquinhos, bien joué, ça marche, il est 4e. Le joueur qui chaud, là. Le défenseur parisien, 6,11 de moyenne, ce qui est pas mal quand on voit tous ces changements de poste, etc. C'est plutôt bien. Karim, j'aimerais me tourner vers vous, mais vous êtes éliminé, donc ce n'est pas possible. En revanche, je vais aller vers Bertrand Latour. Eh oui. Totale confiance dans les gens qui suivent l'Olympique Lyonnais pour joindre l'équipe. Je pense qu'ils ont très bien noté Thiago Mendes, qui peut lui permettre d'être dans les 11. Il est dans les 11, Thiago Mendes. 3e, 6,11 de moyenne. Ce qui veut dire que là, il reste un seul joueur à être dans les 11 premiers du classement des notes l'équipe Vikash. C'est pas à voir. Je dirais Ben Arfa. Non. Et non, aïe aïe aïe, il est bien classé. Il est 15e, mais 5,82 de moyenne. Ce n'est pas Hatem Ben Arfa. Non, c'est pas Ben Arfa parce que c'est Diallo. Non. Et alors Diallo, il est encore plus haut, il est 28e. Ouais, bah il était mal noté. 5,64 de moyenne, mais bon, voilà, il devrait évidemment monter. Et alors Thibaut c'est pas Bézarian. Diallo parce que c'est la surprise brestoise Franck Honora qui met des buts. Non plus. Eh ben si, lui mais oui, bien je l'aurais joué, pas dit au Thibaut nom. Bézarian, et oui. Il est meilleur, Franck Honora, 6e au classement des notes Ah ouais l'équipe. Koussem Aouar, qui n'est que 26e, Oui. que Tedji Savanier, alors très bizarre. Ouais, moi, Il est 27e, Tedji Savanier. Ouais, il a un peu Les joueurs de Montpellier Il a- sont très mal notés. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Les joueurs de Montpellier sont très mal notés. Mais écoutez, je sais pas s'ils sont bien mal notés, mais enfin en tout cas, voilà, on avait Ah, quelque mais chose. Savanier, que j'adore, ça fait partie des joueurs dont on va parler quand ils sont bons. Oui. Je veux dire, il a encore été énorme Savanier, et le jour où il fait pas grand chose, Dans on quelle parle- mission, on en par parle. exemple Parce qu'on parle, oui, mais parce qu'on parle peu de Montpellier, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai qu'on Oui. parle moins de Montpellier que du PSG, donc Absolument. ça se voit moins. Oui, exactement. Évidemment. En tout cas, voilà, vous avez remarquable, trouvé ce TJ. les 11 premiers du classement de l'équipe dans un instant. On parle mercato, transfert sera le dernier foutoir mercato de la semaine. Autant vous dire qu'il est énorme ce foutoir, et surtout on a des. Après nous allons nous quitter pendant le week-end et nous allons nous retrouver bien sûr lundi. On va faire une émission demain? Non, non, demain c'est pas possible. En tout cas, on va Il y parler aura l'équipe du mercato soir demain. évidemment. Comment? Il y aura l'équipe du soir demain. Bien sûr qu'il y aura l'équipe du soir, mais parce je qu'il y la a des regarderai Ligue un. avec énormément de plaisir. C'est Je vais gentil, me le Estelle. noter d'ailleurs. Merci. Mais en fait, je ne serai pas là. Bon, enfin, toujours est-il que, en tout cas, les transferts sont là. Les infos, les rumeurs, voici le foutoir mercato. C'est parti. Et nous allons commencer, Raphaël, avec une énorme info, la possibilité du jour. Pour Moussa Dembélé, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui joue peu avec son club, de quitter le club. Pourquoi pas d'aller à l'Atlético de Madrid? En tout cas, si on en croit Hugo Guillemets et Hervé Penaud du journal L'Équipe, l'Atlético Madrid qui vient de résilier, je vous le rappelle, le contrat de Diego Costa, a adressé eh bien, une offre à l'OL pour se faire prêter l'attaquant français. On va écouter à ce sujet l'entraîneur de l'OL, Rudy Garcia. Il n'est pas contre un départ de son attaquant. Il fait partie des joueurs importants, donc bien évidemment qu'on préfère le garder. Après, on verra. Ce qui est sûr, c'est que si jamais il y a quelques joueurs qui ont des velléités de départ, et notamment Moussa, il faudra le remplacer. Ça paraît logique. Ce serait une bonne chose pour le joueur d'aller à l'Atlético de Madrid. Est-ce que ça peut se faire, Bertrand? En tout cas, c'est la volonté du joueur franche d'y aller, parce qu'il est en situation d'échec à Lyon cette saison. Il a joué 600 minutes sur 1500 disponibles. La dernière fois qu'il est rentré, il jouait ailier droit, donc c'est pas du tout satisfaisant. Évidemment, qu'en allant à l'Atlético, il y a beaucoup de concurrence. Il y a Suarez qui marque beaucoup de buts. Après, Diego Costa est parti. Parmi les autres attaquants, ils ont beaucoup de 9,5, enfin des joueurs qui ne sont pas forcément des attaquants de pointe. Donc il a un registre qui sera un peu différent des autres. Donc ça peut peut-être lui permettre d'avoir du temps de jeu. Je sais que l'option d'achat serait autour de 35 millions d'euros. Lyon essaie d'y ajouter des bonus. Il n'y aurait pas d'option d'achat obligatoire. Pas mal, hein, 35 Mais le directeur sportif de l'Atlético suit Dembélé depuis un moment. L'entraîneur Simone dit le vouloir. Donc lui est très favorable pour y aller. Mais c'est vrai que là, à Lyon, en l'état actuel des choses, avec Depay qui marche un match Mais ça par veut dire que semaine, vous Depay n'allez pas reste jouer. dans ces cas-là, s'ils ouvrent la porte à Dembélé. Mais Depay, il va rester cet hiver sûr. Oui, non, mais Oui. on se pose encore. Alors, on se posait encore la question hier dans l'émission. Oui, il va rester, et je suis clair. d'accord avec vous, mais j'étais la seule à être d'accord avec vous. Ah bon? Bah écoutez, ça n'arrive pas souvent, mais je vous assure que voilà. Il est en fin de contrat au mois de juin. Il peut être champion avec Lyon. Il va prendre en plus une énorme prime à la signature s'il reste libre. Il n'a aucun intérêt à partir de Lyon. Et en plus de ça, le club qui le veut, soi-disant, n'a pas d'argent. Donc je ne vois pas dans quel monde il peut partir. Mais les planètes s'alignent bien quand même à Lyon, je trouve. Parce qu'ils devaient vendre quand même un joueur cette année pour le budget. C'était soit Aouar, soit Depay. En fait, c'est quand même bien que ce soit Dembélé qui n'était pas titulaire. Ah bah bien sûr. Pour moi, c'est Et un donc, prêt. Hein. Du coup, c'est un prêt, oui. C'est un prêt. Il y a l'option C'est un d'achat, prêt, mais... non, mais en tout cas, s'ils ont une option à fait. d'achat, qu'ils arrivent à récupérer 35 millions d'euros et en fait garder l'équipe équilibrée telle qu'ils l'ont aujourd'hui, c'est parfait. Et après, rien ne Mais il nous faut empêche. remplacer quand même, Garcia. Rien ne n'empêche de les faire prêter Slimani, visiblement, pour faire le nombre au moins, quoi. Slimani, ce serait bien ou pas? Justement, Ah ouais, on ça parlait de ferait plaisir Slimani à à la Nabil place aussi, de je Dembélé. crois. Donc, Depuis le temps qu'il juste pour ça, on a envie qu'il associé revienne. à Nabil. Non, mais c'est vrai que extraordinaire. c'est un super joueur. À Monaco, il a été vraiment très bon. Puis d'un seul coup, il a disparu. Mais il a été écarté par Jardim.
Voilà, écarté anormalement, ouais, il apporterait quelque chose puisque Dembélé marche pas. Moi j'aime bien Dembélé, hein, et s'il est demandé par l'Atlético, c'est-à-dire qu'il est quand même très très bon comme joueur. Et ils ont peut-être intérêt à le garder parce que si Depay, faut relayer dans un match, en cours de match, est-ce que c'est Kadewere qui passe dans l'axe? Je sais pas. Ça vaut peut-être le coup. Quand il faut aller chercher des points, des résultats en fin de match, égaliser ou aller marquer le but de la victoire, il pourra être utile. À noter aussi que l'Atlético Madrid, il y a un joueur qui est en train de renaître, qui est Lemar. Exactement, Thomas Lemar. Qui commence à revenir et qui est loué par son talent et son abnégation, quoi. Exactement. Il partait de loin. Voilà. C'est dingue. Hein. Et Simeone en a fait l'éloge il y a quelques jours. Le retour de flamme du jour. Alors c'est selon les médias turcs que Luis Gustavo, l'ancien joueur olympique de Marseille, aurait fait l'objet d'une proposition de l'Olympique Lyonnais justement pour renforcer son milieu de terrain. Il avait déjà été cité dans le passé, l'international brésilien qui a joué 48 matchs pour 4 buts et une passe décisive avec le club de Fenerbahçe. Ce serait quand même étonnant vu le milieu de terrain lyonnais. Enfin. Il y a combien? Il y a 6 ou 7 milieux de terrain à Lyon. Bon, il y a Jean-Lucas qui part, mais... C'est quand même pas le secteur où ça marche le moins bien. Ouais. Bah ouais, c'est pour ça, je vois pas ce qu'il ferait là-bas. C'est pas comme si Lyon avait énormément de matchs à jouer d'ici la fin de saison non plus. Donc non, je vois pas l'intérêt. Ça sent un peu le pipeau quand même. Il viendra pas, hein, vous inquiétez pas. Ah bon? Oui, écoutez, en vacances peut-être. Oui, en vacances, oui. Puis il viendra peut-être en vacances, mais... Ah, là c'est le dossier qui nous intéresse depuis une semaine, Raphaël. La concurrence du jour. Oui, pour le dossier Milik, l'attaquant du Napoli, les concurrents à l'Olympique de Marseille, parce que selon plusieurs médias italiens, la Juve et la Roma vont retenter le coup. Ils s'étaient positionnés cet été, alors que l'Olympique de Marseille était sur le dossier. Dans un premier temps, par exemple, la Gazzetta dello Sport nous expliquait que la Roma, le Napoli voulait 15 millions d'euros pour l'attaquant polonais. Naples espère vendre le joueur désormais pour environ 10 millions d'euros. Donc finalement, d'autres équipes se sont replacées que l'Olympique de Marseille, la Juventus et la Roma qui reviennent sur le dossier. Et puis tiens, petite information de nos confrères de Téléfoot, la chaîne, si l'Olympique de Marseille n'arrive pas à faire Milik, il se mettrait sur le dossier Mateta. Ah, d'accord. Ah, bien. Ah. Et bon, lui, c'est pareil, il doit coûter cher quand même. Bah, évidemment, il ne va pas Mateta. être gratuit, ça c'est sûr. Mais Milik reste quand même la priorité. Et si c'est la Juventus, paradoxalement, ça a plus de chances qu'il arrive à Marseille. Il serait acheté par la Juventus et prêté ensuite à Marseille. Ah, mais c'est pas mal ça. Et en plus, ça coûterait. Mais quel est l'intérêt? Et du coup, pourquoi la Juve l'achèterait? Oui. C'est les miracles des agents. Mais ce que les agents m'ont toujours annoncé depuis le début, on l'avait déjà dit ici avant Noël, que s'il devait venir, il serait acheté par un club et après prêté. Ah oui, et peut-être, je ne sais pas si c'est un lien ou non, mais le directeur sportif de l'OM, Longoria, a travaillé à la Juventus. Juventus, voilà. Exactement. Ça permettrait, Non, mais ça permet à la Juve de faire un peu de ça permet à la Juve de faire sans doute peut-être un peu de trading aussi et de le mettre en exposition en France. Mais pourquoi Marseille se positionne alors? Pourquoi ils ne laissent pas partir à la Juve et l'empruntent à... Parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir directement. Ils peuvent pas l'avoir directement, ni en prêt, ni... Donc c'est un coup de billard à 3 bandes. C'est une bonne recrue. Hein. Ah bah, non, mais voilà, ce serait quand même formidable ça pour l'Olympique de Marseille. Ah bah oui, ça apporterait pas mal de vent, notamment parce qu'on a des neufs qui sont un peu transparents. Oui. À Marseille. Donc non, techniquement, ça apporte des choses. Oui, que ce soit sur le niveau Attendez, et sur une le alerte, profil c'est du fou. joueur, c'est top. Ça se trouve, il y a un Si truc c'est de- plus fort que Milik, j'attends de Ah voir. bah, vous croyez qu'on met une alerte pour rien, nous? Ok. Non, on la met pour un joueur qui est proche de s'engager peut-être avec l'Olympique de Marseille. Vous savez qu'ils cherchent un latéral droit, les Marseillais. Bah oui. Eh bien, selon nos amis de Tutto Mercato, ça se rapproche pour Paul Lirola, le latéral droit de la Fiorentina. Donc, un prêt avec option d'achat pour Lirola qui pourrait s'engager dans les prochaines heures à l'Olympique de Marseille. Voilà, pour qu'on fait des alertes. Pour des Ah choses oui. comme ça, Bertrand Latour. Oui, bah là pour le coup, je vais bien m'effacer et écouter mes petits camarades parler de Lirola, Lucas, parce que qui a joué je une Italie, peux être plus bavard sur Milik, mais le Lirola, je connais moins bien. Oui, bah écoutez, on vous dit que c'est le latéral droit de la Fiorentina, c'est déjà ça, voilà. Ah oui, Et- mais il est bon. Bah il doit. Enfin, je veux dire, il doit être moins bon qu'avant parce qu'ils veulent le vendre, donc ça doit pas être très bon signe. C'est pour enfin. remplacer numériquement Bounassar, Bah, bien sûr. qui n'a jamais été Et remplacé. puis exactement, parce que vu que Marseille n'a pas d'arrière droit remplaçant, qu'ils font jouer Nagatomo quand ça gagne pas là, au moins numériquement, il y aura quelqu'un quoi. Oui, de toute façon, ça devrait être mieux. Donc, Je vous montre juste via la tablette à quoi il ressemble puisqu'on le découvre. Voilà Paul Lirola sous le maillot de la Un avis, Fiorentina, Estelle, à ce du coup moment-là. Pas mal. Pas mal, en effet. La piste du jour. Pour une arrivée de Kun Agüero au Paris Saint-Germain, mais cet été, c'est à en croire les informations du Late Football Club, nos confrères de Canal+, le buteur de Manchester City sera en fin de contrat cet été. Il est la priorité de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On vous rappelle qu'il est souvent blessé cette saison. Il n'a joué que 9 matchs pour 2 buts, toutes compétitions confondues. C'est un bon choix, ça, Pierre?
Agüero sur le nom, c'est super, mais le Agüero de ces derniers mois, c'est un peu moins super, quoi. Donc, va voir si Paris arrive à relancer un joueur comme ça. Je veux pas dire Agüero, c'est un mauvais joueur, non. Je ne vous sens pas emballé non plus, quand même. Parce que je voudrais revoir le Agüero que je voyais il y a encore 2 ans, pas le Agüero que j'ai vu en 2020. Peut-être que s'il y avait encore le Agüero d'il y a 2 ans, il ne serait pas sur le Non, mais d'accord. Et la source est Bruno Satin. quand même. La source est Bruno Satin, qui connaît remarquablement l'Amérique du Sud et qui connaît très bien l'entourage d'Agüero. Donc, il faut prendre très au sérieux. Puis Pochettino argentin aussi, donc ça doit jouer là-dessus. Je veux bien, mais ils ont quand même acheté un joueur l'été dernier, Icardi, ils l'ont quand même acheté 50 millions d'euros. Donc qu'est-ce que tu fais d'Icardi? Ils essayent de faire signer Moïse Kean qui donne satisfaction 35 millions d'euros. Enfin, moi je veux bien, mais ils vont pas empiler les si vous vendez Mbappé, les numéros 9. Mais hein. d'accord. Mais en plus, je trouve que c'est quand même difficile de se positionner sur un joueur. Il a 33 ans quand même, Agüero. Oui. Mais vous savez pas qui arrive aussi. Vous savez pas de qui sera entouré, en fait. Il y a Messi aussi qui arrive. Oui, en plus, donc moi je veux bien, mais en plus on sait pas avec qui va jouer. Donc en fait, Agüero, s'il y a ni Mbappé ni Neymar, c'est pas pareil que si Agüero doit jouer avec les deux autres. Peut-être que Messi a demandé à Agüero. Si tu refais oui, bien sûr. Évidemment. Il a peut-être demandé le départ d'Icardi également. Icardi, et Pochettino avant. Exactement. Tout est en train de se goupiller. Tout est clair. En tout cas, vous qui aimez bien voir si les futurs maillots vont bien sur les futurs joueurs, ça y est, regardez sur les réseaux, il y a déjà Agüero avec son maillot du PSG affiché, quelques supporters qui s'enflamment. En tout cas, bon, pas sûr que... On dirait Pastore, non, le corps. Je ne sais pas, il faut regarder les tatouages. Tatoué, voilà. Il est tatoué à l'avant-bras. Là c'est un truc énorme. Attendez. Ça c'est formidable. La discussion du jour. Alors c'est selon le tabloïd allemand Bild, Julian Draxler suscite l'intérêt d'Arsenal. Il est en fin de contrat, je vous le rappelle, avec le Paris Saint-Germain en juin prochain. L'Allemand serait sur la shortlist des Gunners, mais pas en pole position. Ce n'est pas lui exactement. C'est pas du tout lui, mais c'est peut-être le journaliste qui a révélé l'information. Julian Brandt, son compatriote, devrait davantage être une priorité quand même pour Arsenal. Draxler qui va partir libre, on a l'impression d'avoir déjà vu cette histoire 1000 fois au Paris Saint-Germain quand même. On va avoir du mal à se rappeler d'un top 10 des moments de Draxler à Paris quand même. Au début c'était pas trop mal. Et après, un match contre Bordeaux, ils avaient gagné 6-0, il avait été excellent. Le premier match il avait marqué je crois. Voilà. Il joue en 8. Exactement. Il a le profil, un joueur allemand en fin de carrière qui arrive à Arsenal, qui joue plus, qui coûte très cher et qui reste longtemps, c'est le profil. Non mais ça en fin de carrière c'est un vrai pari. Ça reste un bon joueur. Intrinsèquement c'est un bon joueur, mais c'est un pari quoi aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il a pu jouer. Donc s'il est libre, c'est peut-être un pari à tenter pour un club qui a des moyens. C'est quand même une énigme ce joueur. Il était champion du monde, il a un talent incroyable et en fait on l'a pratiquement pas vu quoi. Mentalement il en a manqué Il a donné la victoire au PSG à 9 contre 11 contre Metz cette année. C'est pas rien quand même. Et ils auraient encore 2 points de moins le PSG sans lui. Non mais il est quand même beau à voir jouer. Quand il prend la balle, il y a quelque chose quoi. Le vrai match de Draxler au PSG, c'est PSG-Barça le 4-0. Il est titulaire et il y a beaucoup de messages de supporters qui nous disent on veut le retour de ce Draxler, mais bon, ils n'y croient pas vraiment eux-mêmes. Mais il sera là encore 6 mois, vous inquiétez pas. Oui, pour signer libre. Bien sûr. Oui, il aurait tort de se priver. Le convoité du jour. Alors c'est selon le média andalou Estadio Deportivo, Emerson, le latéral droit du Betis Séville, qui serait dans le viseur du Paris Saint-Germain. Il est actuellement prêté au club de Nabil Fekir par le FC Barcelone, où il est son contrat jusqu'en 2024. C'est la deuxième saison d'affilée qu'il est prêté au FC Séville. Emerson. Le chantier du jour. Pour Nice, très actif sur ce marché d'hiver, William Saliba, fraîchement arrivé, espère profiter de Nice et de son expérience au plus haut niveau. Alors, il était en conférence de presse aujourd'hui, c'était sa présentation à seulement 19 ans, l'ancien défenseur central de Saint-Etienne, donc qui est arrivé en provenance d'Arsenal. Il ne manque pas d'ambition, il a clairement fait savoir donc à la presse. Écoutez-le. Moi, je suis un jeune joueur, mais pour moi, je peux apporter ma jeune expérience. J'ai joué aussi en Ligue 1, même si je suis jeune, je viens en tant que patron, je viens pour diriger la défense et jeune ou pas, je compte tout donner et j'espère qu'on sera mieux en défense les matchs à venir. Saliba, nouveau joueur de Nice, il y a peut-être un autre défenseur central qui va arriver, on en parlait hier, c'était Mamadou Sakho. Eh bien la question a été posée sur ce dossier-là au président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River, sur Mamadou Sakho. Non mais ça vous savez, alors il y a des journalistes qui sortent de temps en temps des noms comme ça, je pense que la moindre des précautions c'est peut-être de nous appeler pour nous poser la question, mais bon, ça a été fait comme ça, il y a des noms comme ça qui sortent, on ne sait pas trop d'où ni comment. Donc il ne sera pas le prochain joueur de l'OGC Nice. Bon, de toute façon, je viens de vous répondre. Donc il ne viendra pas alors. Non. Franchement, en période de mercato, j'ai 100 fois plus confiance dans les informations de Nice Matin, sur des journalistes qui travaillent très bien, que de Jean-Pierre River, qui lui-même reconnaît qu'en période de mercato, il ment.
Et donc, Voilà, je sais si pas Sakho arrive, on va lui ressortir. Il s'en fout. Ah oui, Mais il a déjà menti 50 fois et il vous dit non, il viendra jamais, et puis signe, lui partira jamais, et puis il part. Donc c'est pas bien grave. Mais d'ailleurs, franchement, ils en auraient plutôt besoin. Enfin, déjà, ils jouent souvent à 3 centraux, Nice. Ils ont 3 jeunes qui pour le moment sont pas satisfaisants. Là, vous avez fait venir Saliba, je pense que c'est une bonne recrue. Il va se relancer à Arsenal. Depuis Arsenal, c'est top. Et si vous avez Sakho en plus, il n'y aura pas embouteillage vu le niveau de certains. Donc je pense qu'à mon avis, ils ont pu avoir cette idée Nice. Peut-être que ça les embête que ce soit sorti dans la presse, mais ça, c'est pas le problème des journalistes. L'idée du jour. Gaëtan Laborde qui serait pisté par Wolverhampton, c'est selon nos confrères d'Europe Sport. Le club anglais n'est pas le seul à suivre de près l'attaquant montpelliérain puisque West Ham garde un œil sur lui. Je vous rappelle que Sébastien Haller a quitté West Ham. Pour le moment, qu'une offre concrète n'a été transmise à Montpellier. Laborde qui se sent bien à Montpellier n'exclut rien lors de ce mercato hivernal. On y croit, on n'y croit pas? Oui, c'est son envie en tout cas de partir en Angleterre. Bah, il dit qu'il se sent bien. Voilà. Non, s'il peut partir en Angleterre, en tout cas Montpellier laissera partir une opportunité, parce que c'est son rêve. Mais si vous voulez prendre Laborde, autant prendre Delors aussi. Bah, attendez, mais Wolverhampton, on va prendre les deux. Sachant que Laborde, il coûte des non, mais je trouve que Montpellier réclame déjà 15. Non mais après le problème c'est que financièrement c'est toujours pareil, s'il va à Wolverhampton il va peut-être doubler son salaire, c'est quand même difficile de dire à un joueur reste pour nous ce qu'on aime bien devoir jouer quoi. Ouais, mais le président, non, mais pas forcément à Montpellier, mais Marseille par exemple pourrait ils sont capables de proposer 10 ou 15 millions pour Bilic. Non, Naples en veut 10, c'est un autre. Naples en veut 10, est-ce qu'ils vont les mettre, c'est encore autre chose. Et n'oubliez pas que le président de 98. Le président de Montpellier a expliqué aussi que financièrement c'était compliqué en ce moment. Donc si un joueur pouvait partir et faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de Montpellier, ce serait bien aussi pour payer les payes de tout le monde. Il peut partir avant le match de Nantes demain soir ou pas? Non. L'incertitude du jour. Pour Gianni Imbula, justement à Nantes, l'entraîneur des Nantais, Raymond Domenech, a évoqué l'avenir de l'ancien Marseillais qui pourrait signer peut-être au club. Imbula ne signera pas à Nantes. Je n'ai pas pris la décision encore. S'il vous plaît, sur ce que vous avez vu. Il a un vrai potentiel. Il est intéressant, il revient. Oui. Mais je n'ai pas pris la décision. Ah, donc Imbula qui n'est toujours pas à Nantes. Ça vous ferait plaisir de revoir Imbula en Ligue 1? Ouais, ça me ferait plaisir que Imbula retrouve le niveau qu'il avait à ses débuts. Guingamp, Marseille, c'était vraiment... moi, je trouve que c'était un super joueur. Donc, en 2013, quoi. Ouais, mais je pense qu'il a un peu perdu l'air de rien. Mais bon, est-ce que... Mais il n'a que 28 ans. Est-ce qu'un club avec moins d'ambition, etc., comme ça, peut essayer de le relancer un peu, se soit un peu moins exposé? Je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas, pour Nantes. Absolument. Puis ça fait un point commun. J'ai fait un peu à froid. Je ne peux plus, oui. J'ai fait un peu à froid. Je ne suis pas une machine, je suis comme Mbappé, je suis humaine, vous savez. Voilà, c'est comme ça. Vous allez passer le cap. La 19e journée de Ligue 1, ce sera demain, évidemment, on débriefera tout ça lundi dans l'équipe d'Estelle, 17h30. Tout de suite, c'est Olivier Ménard et toute sa bande, l'équipe du soir. Et moi, je vous dis au revoir, bon week-end les garçons. Salut. Người ta hay thế nhỉ?